Je salue les quelques 600 participants à cette conférence première de l'année. Je voudrais présenter à tous ceux qui sont des habitués du Cercle des managers de l'immobilier, qui vit depuis maintenant 2 ans d'une belle vie, hein, 2 ans, plus de 2 ans maintenant, 2 ans et demi. Je voudrais à chacun souhaiter une année 2023 pleine de satisfaction. Et j'ai envie de dire, pour faire le lien avec notre soirée de début d'année, contre vents et marées. On a décidé d'attaquer l'année avec ce qui préoccupe une très très grande partie de la filière immobilière, de la communauté immobilière, ceux qui font le métier de la transaction, tous ceux qui sont autour d'eux, en relation avec eux. On va se poser la question de la transaction résidentielle en cette année 2023, en regardant aussi dans le rétroviseur, la période récente de l'année 2022 et singulièrement les derniers mois. Et le titre est un peu un clin d'œil. Résilience, valeur refuge, suffiront-elles? Alors, pourquoi un clin d'œil? Parce que vous conviendrez que de manière collective, ça a pu m'arriver aussi, voilà, on met en avant nos forces. Et quand on nous dit l'économie nationale, l'économie mondiale se porte mal, nous on dit, et parce qu'il y en a des preuves, des indices, qu'on échappe à beaucoup de tourmentes, à beaucoup de secousses telluriques par notre résilience. Ce mot maintenant tout le monde a à la bouche depuis la période Covid, que l'immobilier est une valeur refuge, que les ménages français ont une pierre dans le ventre. C'était une expression de Laurent Vimont. Regretter Laurent Vimont. Voilà. Et derrière ces expressions-là, parfois on se satisfait de dire que tout va bien. Alors, nos invités, il est certain qu'on attend d'eux aujourd'hui de l'expertise, ils en ont, tous les quatre, de la franchise, ils savent en avoir aussi, et c'est le ton du Cercle des managers. Ils ont accepté d'être nos invités pour commencer l'année, c'est pas pour rien, c'est pour nous donner des repères, et pour vous donner des repères. Incontestablement, il y a parmi vous de nombreux négociateurs, de nombreux agents immobiliers, des patrons de réseaux de mandataires et autres métiers de la filière. Vous ne sortirez pas au bout de 7h15, 7h30 sans avoir de nombreuses informations sur ce qui va se passer. Et bien sûr, je vous demande aussi, à vous, débatteurs, de prendre des risques, parce que prévoir l'année 2023 n'est pas aisé, mais vous vous prêtez à cet exercice. Merci mille fois. Alors, je voudrais vous saluer. Vous allez apparaître à l'écran lorsque je vais donner votre nom. On a un très très beau casting ce soir, à chaque fois sans doute, mais spécialement ce soir, et je renvoie les participants au site du Cercle. Vous y avez des biographies complètes. Vous en saurez beaucoup plus que je vais vous en dire de nos invités. Nos invités, je les cite, au-delà du président du Cercle, Benjamin Darmouni, qui va nous dire quelques mots d'accueil, bien sûr, à son tour. Je salue Guillaume Martineau, qui est le président du réseau Orpi, premier réseau de France. Il nous donnera d'ailleurs en 3 phrases la présentation de son réseau coopératif. Ce n'est pas une franchise. On fait souvent la confusion, mais soyons précis ce soir. Bonsoir Guillaume. Bonsoir à toutes et tous. Merci beaucoup d'être avec nous. Je salue à sa suite l'un de ses grands confrères qui est à la tête du réseau Century 21. Alors, je citais Laurent Vimont, il lui a succédé, mais il était son proche pendant de nombreuses années. C'est Charles Marinakis. Merci Charles d'être avec nous. Merci Henri, merci de votre invitation. Bonjour à toutes et à tous. Merci de l'avoir accepté. Je précise, c'est un clin d'œil, que Charles ne porte pas la veste emblématique du réseau Century 21. Voilà, il s'est autorisé cette liberté ce soir. Mais c'est bien le président de Century qui est avec nous, mais il a le petit emblème sur le revers. Voilà, oui, ne vous inquiétez pas, il y a le petit pinch. Voilà, comme là, Guillaume. On voit pas bien, mais voilà. Je salue Dominique de Saint-Laurent. Alors, nous avons avec nous une seule femme. Là, je suis extrêmement sérieux parce que j'ai eu, figurez-vous, pas plus tard qu'il y a cet après-midi, un message de reproche, et on le mérite parce qu'on n'a pas la parité. On y veille, croyez-le, on est très soucieux de l'atteindre.
Ça n'est pas facile. On voulait des figures emblématiques des grands réseaux immobiliers. Eh bien, voilà. Bon, aujourd'hui, à la tête des deux grands réseaux qu'on a invités, ce sont des messieurs. Mais Dominique de Saint-Laurent est à la tête d'un réseau d'agents mandataires. Elle nous le présentera et elle est avec nous. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Merci pour l'invitation. Elle est normale. Et il n'y a pas que des Parisiens, je le dis d'ailleurs, hein, c'est votre cas Dominique, vous pouvez nous le dire, mais c'est d'une autre ville que vous nous parlez. Enfin, Ludovic Usieux est avec nous. Il est le patron, fondateur d'ailleurs d'Artemis Courtage. C'est l'un des leaders aujourd'hui du courtage en crédit immobilier, en assurance aussi. Et on le remercie de nous faire partager ses analyses et son regard. Bonsoir Henri, bonsoir tout le monde. C'est un plaisir d'être avec vous. Merci pour l'invitation. Merci de l'avoir accepté. Benjamin, notre président, ce soir on a mis le paquet, on a le président, on a parfois un vice-président. Il est avec nous, normal aussi parce qu'il fait de la transaction immobilière, il en est un professionnel, c'est l'un de vos confrères. Et il nous accueille, ensuite on entre dans le vif du sujet. Bonsoir à tous. Tout d'abord, les organisateurs de ce cercle se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2023. On va pas se mentir, on connaît des difficultés depuis l'été dernier en transaction. Le marché a connu une baisse et on espère que le débat de ce soir sera un débat franc, honnête et réaliste sur le marché actuel. Alors, beaucoup de gens pensent qu'il ne faut pas le dire, qu'il ne faut pas l'écrire. Et nous, on pense au sein du cercle que justement, il faut avoir l'honnêteté et la transparence de parler, d'évoquer ce marché et de parler surtout de son avenir à court et à moyen terme. Merci Benjamin. Bon, voilà, je ne rajoute rien. C'est vrai qu'on souhaite cette transparence. C'est un choix stratégique. Je m'empresse de dire que nous ne sommes qu'optimisme et enthousiasme au sein du cercle, quels que soient les sujets traités, quels que soient les constats, mais que nous partons du principe que identifier les difficultés, c'est se donner tous les moyens de les surmonter. Et évidemment, on croit dans l'agilité, l'adaptabilité des professionnels, je m'empresse de le dire. Voilà, c'est aucun esprit sombre ce soir, loin de là. On identifie la réalité et puis grâce à ça, on va passer les tempêtes, les caps difficiles. Guillaume, bon, il faut un premier. Je dis d'ailleurs que ce soit le réseau Orpi, il y a quelques semaines, que ce soit Century, vous avez présenté des résultats, des synthèses en analysant l'année 2022 et vous avez pris des risques en prévoyant l'année 2023. Je crois que l'un s'est exprimé avant l'autre, c'est Guillaume. Alors ce soir, même chose. À la tête ce que je crois être le premier réseau de professionnels immobiliers, notamment très engagés dans la transaction sur tous les territoires, sous la forme coopérative, je l'ai dit. Comment décodes-tu l'année passée? Benjamin disait, allez, depuis la moitié de l'année, on a souffert. Elle a été en plusieurs séquences cette année-là. Comment la vois-tu? Comment vois-tu la continuité? Parce que certes, on change de millésime, mais le temps est une ligne qui continue. Et pour un professionnel, les choses ne s'arrêtent pas. Est-ce que les derniers mois de 2022 donnent le là de ce que sera 2023? Comment déjà ce mois de janvier? État de l'offre, état de la demande, voilà. Tous les repères que tu veux bien nous donner. Et un petit mot peut-être sur ton réseau, parce qu'il y a peut-être une complémentarité d'ailleurs avec celui de Charles Marinakis. Où êtes-vous sur le territoire? Est-ce que vous êtes partout? Est-ce qu'il y a une représentation plus forte sur des territoires plus ruraux, des villes moyennes? Quelle est votre présence dans les métropoles? Pour qu'on soit au clair sur les indicateurs dont tu disposes. Bon, alors, ça fait beaucoup de questions. Je vais essayer de répondre à tout ça sans les oublier. Alors, comme Charles, parce que Orpi, mais comme Century ou d'autres réseaux, effectivement, on est un réseau ancien représenté. On est partout en France. Il y a peu de régions où nous ne sommes pas.
c'est un réseau coopératif, donc des associés. Il y a à peu près 9000 personnes, 9000 collaborateurs, donc on est situé quasiment partout. Il nous reste quelques territoires, mais en fait, les territoires où nous ne sommes pas sont généralement des territoires où il y avait peut-être moins de demandes immobilières, en tout cas moins d'offres, moins d'attraits, mais on y travaille. L'année dernière, d'ailleurs, on a rentré 94 nouvelles agences, donc ce qui montre aussi le dynamisme, l'attrait de notre réseau. Combien de points de vente ou de professionnels, comme tu veux, aujourd'hui? 1367 aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, parce que voilà, on a eu aussi des gens qui ont quitté le réseau, des gens qui rentrent, mais on a quand même plus de gens qui arrivent que de gens qui partent. Très bien. Alors, 2022, dès le début de l'année, on avait communiqué sur une baisse du marché. On nous avait d'ailleurs non pas reproché d'avoir un peu alerté ou peut-être d'avoir été déjà un oiseau de mauvais augure, mais on avait ce souci de transparence que vous avez, que tu as, parce que moi, je prenais mon mandat et je voulais dire exactement où on en était, ce qu'on voyait, ce qu'on ressentait. Et puis, très vite, nos confrères ont ressenti aussi ce début d'année qui avait été un petit peu plus lent, en tout cas quelques baisses. Et puis, l'année s'est bien déroulée jusqu'en septembre. C'est-à-dire que jusqu'en septembre, on n'a pas vraiment eu d'alerte. D'ailleurs, l'année même se termine plutôt bien quand même, cette année 2022, parce qu'on est à une charnière, c'est sûr. Depuis septembre, on sent très nettement qu'il y a moins d'acquéreurs dans les agences, que ça se tend, c'est plus difficile. Donc, c'est une année qui est une année d'atterrissage. Je crois que la FNAM a communiqué, on doit être à 1 100 000 transactions. Donc, finalement… C'est le chiffre qui a été prévu par la FNAM, en effet. Voilà, donc on n'est finalement pas… Il n'y a pas d'effondrement par rapport à 2021, qui était une année hors norme, mais c'est une année, je pense, de correction. Nos acquéreurs ont repris un peu la main en fin d'année, c'est-à-dire que je ne sais pas comment Charles analysera la chose ou Willodge, Dominique verront les choses, mais on a ressenti que depuis septembre, les acquéreurs étaient plus difficiles, revenaient dans nos agences, se précipitaient pas. Il n'y avait pas plus ce sentiment d'urgence qu'on a pu connaître avec les 2 dernières années de Covid. Donc, on a une année qui n'est pas mauvaise. On avait comparé avec 2019, qui était pour nous une année aussi de référence avant les événements Covid, et on doit être à moins 0,76. Donc, c'est vraiment étal. On a constaté une augmentation des prix. Nous, on avait relevé 6% d'augmentation des prix. Donc, en fait, les prix ont continué à augmenter, mais on a eu une baisse de demande et de compromis, puisqu'on termine l'année tout de même chez Orpi avec moins 10% de compromis par rapport à 2021. Donc, ce n'est pas catastrophique. Mais c'est quand même un signe que le marché évolue, change. On a des durées de mandat qui commencent à augmenter un petit peu. Donc, on voit bien que depuis septembre, il se passe quelque chose. Et sur l'augmentation de durée de mandat, n'hésite pas, si tu les as en tête, à donner des indicateurs. Charles donnera les siens, il risque d'être proche, quoi qu'il en soit. Ce n'est pas une question d'opposition, mais pour nous éclairer, on est passé de quoi à quoi entre le début 2022, par exemple, et puis la période actuelle? Là, on doit être à 96 jours de commercialisation. Il n'y a pas eu d'effondrement, mais on voit bien quand même que, par exemple, alors vous parliez il n'y avait pas que des Parisiens, moi j'exerce dans les Landes. On voit que le début, on avait une commercialisation très rapide. On rentrait des mandats, ça se vendait tout de suite. Quasiment une semaine, en 10 jours, on avait des offres immédiatement. Et là, on voit que, on passe pour certains mandats la barre des 2 mois, c'est-à-dire qu'il n'y a plus l'attrait immédiat. Donc, je pense que c'est une année aussi pour nos collaborateurs, pour les jeunes collaborateurs ou ceux qui sont jeunes dans le métier, qui est une année particulière parce qu'ils vont découvrir que, on ne vend pas des mandats aussi rapidement, que les acquéreurs peuvent être exigeants. Moi, j'ai 30 ans derrière moi, donc des crises, j'ai connu des cycles et je sais qu'en fait, on arrive à sentir ce qui va se passer et ce qu'il faut anticiper. Il y a, je pense, une année aussi qui a été lourde économiquement avec les impacts internationaux, il y a les impacts bancaires, les taux d'usure, enfin tous ces sujets qui sont venus réveiller en tout cas les consciences de chacun. Donc, vous dire ce que sera 2023, c'est peut-être un peu tôt, mais assurément, ça ne sera pas aussi dynamique. En tout cas, il y a un rééquilibrage qui est en train de s'opérer. Alors, je reprends quelques points importants. Ta présentation, l'effet prix, quand tu dis l'année plutôt bien terminée et pour la communauté Orpi, l'effet prix a quand même compensé pour partie, mais heureusement qu'il était là, si je puis dire, en termes d'honoraires, l'effet de fin d'année de baisse du nombre de compromis. Oui. L'un dans l'autre, voilà. Alors, je viens d'avoir un message de Milena qui me dit que mon réseau n'est pas très bon. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Là, c'est bon. Pour moi, je n'ai pas de problème. OK.
On a eu en fait des villes, ce qui est assez disparate. On a eu des villes où il y a eu je ne sais pas si on peut parler d'effondrement, mais en tout cas une forte baisse du taux de compromis. Je pense à Bordeaux, par exemple. Ça serait intéressant de voir chez mes confrères ce qui s'est passé, mais on a constaté que Bordeaux, par exemple, avait eu un effet de ralentissement assez important. On a eu moins 38% de compromis. Et puis, on a des villes comme Chambéry, par exemple, qui ont continué d'augmenter et en prix et en compromis. Donc, ce qu'on a constaté sur l'année 2022, c'est que des villes qui n'étaient pas a priori à l'époque très intéressantes, où il n'y avait pas une appétence particulière pour Perpignan, eh bien, subitement, ces villes-là se sont mis à être intéressantes. Donc, il y a eu une correction de villes qui sont redevenues intéressantes, qui ont continué à voir leur prix augmenter et les compromis aussi. Toutes les villes qui étaient surcotées ou en tout cas qui avaient atteint un plafond, eh bien, la correction a été immédiate, en fait, en tout cas depuis juin, mais c'est septembre. C'est ça. Alors, c'est le cas de Bordeaux, qui avait augmenté très fort ces dernières années. Les cœurs de métropole, les grandes villes ont marqué le pas. On a même vu que c'était le cas à Paris. Oui, alors moi j'ai noté, on a Montpellier, Strasbourg par exemple, où on a eu 8% d'augmentation des prix. Et puis pour Montpellier, on a eu moins 13% de compromis, Strasbourg moins 11%. Donc voilà, Bordeaux a continué d'augmenter à plus 6, mais moins 38 de compromis. Paris, en fait, on a eu, quand on a alerté, et je crois d'ailleurs que mon confrère Charles aussi a alerté les notaires en disant que nous, on sentait une baisse des prix, les notaires ne nous ont dit pas du tout, ça continue. Eh bien, en ce début d'année, quand on avait alerté là-dessus, on a revu 3% de baisse et puis des compromis qui repartaient à la hausse parce que justement, le marché avait entendu qu'il fallait être raisonnable. Donc, tout l'enjeu va être d'arriver à équilibrer. On manque d'offres. Clairement, on n'a pas assez de biens à vendre. Toujours cette demande, on n'arrive pas à fournir, mais les gens sont plus prêts à acheter n'importe quoi. Sur ce déséquilibre aujourd'hui entre l'offre et la demande, vous manquez d'offres, dis-tu. À quoi est-il imputable? Parce que les acquéreurs, et tu as cité un certain nombre de raisons, peuvent être moins présents ou ne pas arriver à terme de transaction. Tu as évoqué la question du crédit. On a avec nous un spécialiste, on va creuser. Tu as évoqué l'ambiance générale, géopolitique. Tout ça est vrai, mais les vendeurs, de leur côté, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils ne mettent pas sur le marché? On sait que le marché immobilier résidentiel, il vit d'une respiration nécessaire. Hein. C'est les couples qui se forment, qui se défoncent, c'est les naissances et c'est les décès, c'est la mobilité professionnelle. Bon. Donc, de toute façon, il y a des besoins. Et pourquoi les vendeurs se retiennent-ils de mettre sur le marché leurs biens, d'après toi? Parce que quand ils cherchent quelque chose et qu'ils ont un projet de déménagement ou de chercher pour plus grand, plus petit, ils ne trouvent pas parce que, justement, l'offre est tendue. Et on en revient toujours à ce problème de l'offre. Et il y a un point paradoxal, c'est-à-dire qu'on est souvent en analyse des communes où les maires ont des projets pour offrir de l'offre et permettre d'avoir un peu plus d'accès à la propriété, mais ces maires-là sont stigmatisés par leurs administrés, donc il n'y a pas de construction, donc on a toujours un volume d'offres qui est limité, et les vendeurs ne mettent pas en vente parce que, en tout cas, ils ne trouvent pas ce qu'ils souhaitent, ou alors constatent que les prix sont élevés, donc s'accrochent eux-mêmes à un prix. En fait, c'est un cycle éternel. Hein. Ce qu'on vit là, c'est, pour les plus anciens, on l'a déjà vécu, donc… Alors, on l'a déjà vécu avec quand même peut-être des phénomènes accentués par rapport à d'autres crises, d'autres périodes difficiles. Tu dis que tu as 30 ans d'expérience. 92 avec la guerre du Golfe, qui n'était pas particulièrement très drôle. Guillaume, nous avons en commun, on se l'était dit d'ailleurs, lorsque tu as été élu, d'être entré la même année dans l'immobilier, c'est-à-dire effectivement que 91 a été une première crise et puis il y en a eu d'autres. Est-ce que l'effondrement, ce n'est pas le sujet du soir, mais de la construction neuve, c'est-à-dire que l'offre neuve, effectivement, n'est pas au rendez-vous, pèse plus que jamais, je te conduis à le redire ou à le préciser, sur le marché de l'existant, parce qu'on sait très bien que l'un alimente l'autre et qu'on a besoin des deux. Oui, parce qu'en fait, on est pris en tenaille entre, il y a des considérations écologiques, environnementales, on ne veut pas dénaturer le paysage et faire attention à l'environnement, on l'a vu avec la perméabilisation des sols, tout le monde fait attention à ça. Moi, je suis dans une région, par exemple, le sud-ouest dans les Landes, où on nous dit on ne peut pas loger les jeunes, les prix sont envolés. Dès qu'une maison estimée par une des agences à construire un immeuble, on a des associations de défense qui nous disent halte au feu, ne construisons pas trop, vous dénaturez, on veut moins de Parisiens et plus de pain. Ce qui est paradoxal d'ailleurs, parce qu'en fait, il faut bien loger les gens locaux. Et donc, vous avez des gens qui veulent de la construction, mais pas proche de chez eux.
Mais quand ils cherchent ou veulent loger des enfants ou des parents, n'ont rien. Donc, tant qu'on n'arrivera pas à rééquilibrer aussi les régions, parce que vous traversez la Creuse ou d'autres régions, il n'y a pas assez d'offres dans ces zones-là. Donc, en fait, je pense qu'on manque quand même, mais ça fait longtemps que mes prédécesseurs en parlaient, le marché en parle, on n'a pas assez d'offres. Et tant qu'on aura cette restriction sur l'offre, les prix continueront à être tendus. Et donc, des vendeurs qui sont aux abris, si tu me parles l'expression, qui préfèrent ne pas bouger parce que s'ils sortent du bois, ils n'ont pas ce qui leur conviendrait. En plus des questions de financement, on va y revenir. Oui, Voilà. vas-y, On a des vendeurs qui, je pense, depuis septembre, ne voulaient pas entendre. Donc, la grande difficulté pour nous, dans nos agences, pour nos conseillers, c'était depuis septembre de commencer à leur faire comprendre que le marché avait bougé. Les médias, depuis fin décembre, début janvier, depuis les communiqués de presse qui sont parus des différents réseaux, qui disent à peu près la même chose, les vendeurs, je pense, commencent à prendre la mesure de ce qui se passe. En termes de prix, c'était la dernière question sur laquelle je voulais te relancer. En termes de prix. En termes de prix et puis de dynamisme. Par contre, la difficulté à laquelle on va être confronté, c'est que les acquéreurs, entendant que le marché se tend un peu, les prix commencent peut-être à baisser, alors on va avoir cette dynamique. Un attentisme. Le problème à gérer, c'est jusqu'où ça baisse. Donc, tant qu'au journal de 20 heures, on ne dira pas attention, c'est reparti, il faut acheter parce que ça repart à la hausse. Donc, on sait qu'on va avoir une année qui va être compliquée et il va falloir plus que jamais expliquer et justifier pourquoi nos prix et pourquoi les estimations valent ce prix-là. Alors, c'est un point évidemment très important. Je vais demander à tes deux confrères et consoeurs aussi de s'exprimer là-dessus. La baisse des prix, on parlait tout à l'heure de ce qu'on ne voulait pas ce soir, c'est-à-dire on ne veut pas de l'eau tiède, il faut se dire les choses. Cette baisse des prix, elle est nécessaire par rapport aux considérations économiques que tu as décrites. Elle a du mal à se faire. On sait très bien que les vendeurs, évidemment, ne sont pas spontanément enclins à baisser les prix. Les négociateurs sont là pour les en convaincre avec des arguments. Et pour que le délai de vente soit correct, il se rallonge, ça prouve qu'il faut faire quelque chose pour vendre plus facilement. On a du mal en France à baisser les prix. Il n'y a pas que les professionnels qui ont du mal à en parler. Les propriétaires ont du mal à se rendre à cette évidence. Est-ce qu'il faudrait, pour toi, une baisse des prix significative, alors selon les marchés, mais est-ce qu'il faut parler de 2-3%, c'est-à-dire 3 fois rien, pour des biens qui ont fortement augmenté depuis 15 ans? Est-ce qu'il faut parler de 5%, de 10% pour que la transaction se fasse bien? D'expérience aujourd'hui, depuis 2-3 mois, qu'est-ce qui marche pour qu'une vente se réalise? L'accessibilité au crédit. Que les gens, en fait, il y a beaucoup d'effets d'annonce qui perturbent. Quand on nous dit que les taux augmentent un peu, quand on calcule bien, et je pense que Ludovic nous l'expliquera encore mieux que moi, c'est que l'augmentation n'est pas si importante que ça, mais il y a des effets psychologiques. Vous avez la loi climat et résilience qui est venue impacter aussi la compréhension du marché pour les acquéreurs comme pour les vendeurs. Tout est un peu mélangé. Donc, dire on va baisser les prix à tel endroit ou baisser arbitrairement les prix de temps, je ne pense pas que ça soit une solution, c'est en fonction des marchés. Le marché se corrige très vite. Vous prenez Reims, par exemple, qui avait augmenté l'année dernière. Et à un moment donné, les prix n'ont pas été plus hauts parce que les gens disent bon, on est à Reims, donc on va pas plus loin, en termes de prix. Donc, il y a une autorégulation. Je pense que ce qui a beaucoup changé, en tout cas dans ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a pas, on n'a pas que des gens qui veulent aller que dans le sud ou ailleurs. Il y a une disparité avec le télétravail, ce qu'on fait ce soir, eh bien, on peut travailler de partout. Dominique, je ne sais pas où vous êtes, mais en tout cas, visiblement, vous n'êtes pas à Paris. Elle va nous le dire. Elle est loin. En fait, on peut avoir une météo immobilière qui est disparate, qui n'est pas forcément la même partout, mais en fonction de l'accessibilité, des logements, des écoles, des transports, qu'est-ce qui vaut ce prix-là ou pas? Parfait. Merci beaucoup, Charles. Écoute, je vais te demander en gros la même analyse avec les nuances que tu pourras faire. Donc, quelle lecture fais-tu, toi, de 2022 et en particulier de la dernière partie, on va dire deuxième semestre ou du dernier quadrimestre de 2022? C'est le repère que donnait ton confrère Guillaume. Il disait, bon, en septembre, il s'est passé quelque chose. On avait déjà senti quelque chose au début de l'année. Je redis ses propos. Benjamin nous dit, depuis la mi-2022, il y a franchement un coup de frein. Ton regard sur 2022, tes prévisions sur 2023, la question de l'offre et de la correction des prix. Alors, c'est un mot pudique, correction des prix. C'est un mot générique. On peut corriger un prix, encore une fois, de 2-3 points. On peut le corriger de 10, de 15 points. Comment vois-tu les choses? Qu'est-ce qui est nécessaire? Et bien sûr aussi la question du crédit. Tu t'es prononcé sur ce sujet.
il y a pas longtemps en étant assez modéré sur les conséquences des conditions d'accès au crédit sur le marché. Ton regard aujourd'hui sur tout ça? Alors, d'abord, moi, l'analyse qui est faite est assez proche de ce qui vient de vous être décrit par Guillaume. Un mot sur ton réseau, tiens, peut-être avant, parce que j'avais demandé la carte d'identité d'Orpi. Alors, la carte d'identité Century 21, c'est un réseau de franchise, pure franchise pour le coup, 957 agences avec une répartition assez équilibrée sur le territoire, un peu moins profonde que mon confrère Orpi, avec ses 1367 points de vente. Voilà, mais on a une représentativité nationale aussi. Il y a peu de régions dans lesquelles nous ne sommes pas représentés. Est-ce que vous êtes un peu plus urbain, un peu plus grande ville? Non, c'est la réputation qu'on nous fait, mais pas nécessairement. On est aussi assez présent dans des milieux ruraux et beaucoup dans des villes moyennes de France et de Navarre, avec plutôt pas mal de succès dans ces villes-là. Donc, on a une vraie implantation assez homogène d'un point de vue géographique. Voilà, puis qu'on va continuer à développer. Comme mon confrère Orpi, on fait environ une centaine de nouveaux contrats de franchise par an. On perd aussi quelques franchisés, même si on a un taux de renouvellement de contrat qui est quasiment de 99%, ce qui est évidemment pour nous une vraie source de satisfaction. Voilà, mais on a une vraie légitimité nationale. Pour le coup, voilà. Parfait, c'est clair. 2022, encore une fois, analyse partagée avec Guillaume. Clairement, l'année est coupée en deux. Hein. Le premier semestre 2022, c'est le prolongement de 2021. Que ce soit d'ailleurs en volumétrie ou en prix, où on voit les prix qui continuent légèrement à augmenter. Et puis, il y a un vrai pivot, il y a un retournement de marché clairement identifié. Alors, moi, je le situe davantage en juin-juillet, mais c'est epsilon, si vous voulez, par rapport à septembre. Et à partir de septembre, on voit que le marché se retourne et que les prix commencent à baisser. Alors, justement, à ce sujet, moi, je voudrais apporter deux précisions. Qu'est-ce qu'on a appris de 2022, finalement? Moi, j'ai le sentiment qu'on a appris deux choses. Ce que vient de dire Guillaume à demi-mot, c'est que je crois qu'il faut arrêter de dire il y a un marché de l'immobilier. Maintenant, clairement, il y a des marchés de l'immobilier. Il faut raisonner sur des marchés, c'est-à-dire qu'il faut que le spectre, si tu veux, de l'espace soit réduit à la ville ou au département, voire à la région au maximum. Mais dire que voilà comment se comporte le marché de l'immobilier aujourd'hui, je crois que ça n'est plus adapté à la situation de l'immobilier versus 2022. Et puis, symétriquement, pour les prix, si on regarde l'année 2022 et qu'on fait juste un prisme sur l'année, on dit les prix ont augmenté. Et si on ne fait que ça, en fait, on ne traduit pas la réalité du deuxième semestre du marché. C'est-à-dire qu'en fait, depuis juin, juillet ou septembre, peu importe, les prix ont commencé à baisser. Donc, l'observatoire aussi du temps doit se réduire. Et moi, c'est les deux grandes leçons que je retiens de 2022. Un, il faut arrêter de dire c'est 4 000 € le prix du mètre carré en France, que ça ne veut plus rien dire. Un Parisien ne s'y retrouve pas et un Arbonnais ne s'y retrouve pas, parce que pour l'un, c'est la moitié du vrai prix et pour l'autre, c'est le double du prix. Donc, il faut avoir, je sais qu'on a une provinciale qui va nous parler d'un joli marché tout à l'heure. Donc, voilà. Mais il faut vraiment, je crois, maintenant qu'on raisonne sur des marchés de l'immobilier et avec un prisme du temps qui soit un peu plus serré que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Voilà, donc 2022, même analyse que Guillaume, la fin de l'année nous dit qu'il y a un vrai ralentissement sur le volume des transactions. Vous savez, chez nous, les cycles, pour ceux qui, comme nous, les observons depuis 30 ans, on observe d'abord un ralentissement du volume et ce n'est que quand le volume se ralentit qu'à ce moment-là, on commence à observer une contraction des prix parce qu'effectivement, les vendeurs ne baissent pas spontanément leur prix. Il y a un travail pédagogique, que ce soit d'ailleurs médiatique ou par le jeu de nos conseillers les uns et les autres sur le terrain, qui font un travail et qui arrivent petit à petit à ramener les vendeurs à la raison et à ce qu'ils prennent conscience que finalement, le prix de proposition initiale n'est plus adapté au marché sur lequel il se situe. Donc, il y a toute cette inertie qui commence à crisper le marché. On observe d'abord une réduction des volumes. Et puis, la conséquence directe de la réduction du volume, c'est un ajustement des prix. C'est ce qu'on a observé sur l'année 2022. Voilà, si je devais un peu, si tu veux, de manière synthétique, dire mes observations de 2022, ce serait ça. Voilà. Est-ce que tu imagines, sur la base de ce que tu viens de nous dire, que les transactions en nombre en 2023 pourraient être comparables à 2022? Alors, on n'a pas les chiffres définitifs, je le rappelle, nous seront donnés par les notaires, qui, bien sûr, ont connaissance par leur fonction de l'ensemble des transactions. Et c'est en février, on va savoir bientôt quel est le bilan exact. La FNAIM, oui, imagine 1 million, calcule, pas seulement imagine 1,1 million de transactions contre 1,2 million l'an dernier. Donc, un repli
non négligeable. Est-ce que 2023 pourrait être sur le même rythme du gros million, on va dire, de transactions, à la condition que les prix continuent à baisser et que les vendeurs entendent raison, pour reprendre tes mots? Est-ce que cette prévision, on peut la faire, ou est-ce que tu penses que de toute façon, les volumes seront moindres, le crédit notamment étant plus difficile à obtenir, les circonstances économiques étant tendues? Ton avis, je te demande de prendre un risque. Non, Voilà. non, mais j'ai affiché ce risque-là à l'occasion de la conférence de presse du 3 janvier. Moi, j'ai vraiment le sentiment, bon, l'atterrissage, 1 100 000, 1 130 000, c'est les deux chiffres qui sont aujourd'hui assez communément annoncés. J'ai le sentiment que effectivement, les volumes vont continuer à baisser et je les situe. Nous aussi, on a fini l'année avec une production en recul de l'ordre de 10% par rapport à 2019, qui est, c'est vrai, il a raison, Guillaume, l'étalonnage objectif, et non pas ni 2020 ni 2021. Et je pense que la production va continuer à régresser de 10 à 12%. Moi, j'imagine un marché de la transaction qui serait arrivé d'ailleurs à maturité, parce qu'on vient de vivre 2 années un peu atypiques, on va dire, pour ne pas dire anormales. 1 200 000 transactions, ça s'était jamais vu. Je vous rappelle quand même qu'il y a 10 ans, c'était à peine 583 000 ventes. On a doublé, un marché qui a doublé en 10 ans, ce qui est quand même assez rare pour des marchés à vocation macroéconomique qui sont aussi importants que le logement. Donc, je situe un marché à maturité entre 950 et 1 50 000 ventes. Voilà, c'est ma prévision, sans être Nostradamus, mais c'est la volumétrie. 2023, ça va être, moi je dis enfin, ça va bouger dans l'immobilier. On va enfin pouvoir travailler, faire des choses et avoir un marché qui va nous apprendre aussi beaucoup de choses sur les desiderata des clients, sur leur comportement, sur ces nouveaux migrants professionnels ou personnels, leurs attentions. Et ça sera intéressant, c'est la première année non Covidée. Et on va normalement, et j'espère qu'il en sera ainsi, une année pleine, tu vois, d'observatoires réels où rien. Alors, bien sûr, le cocktail des facteurs régulateurs du marché nous sont moins favorables que sur les 10 dernières années. On va parler évidemment de l'inflation, de la loi climat, évidemment des taux de crédit, du fameux choc avec le taux d'usure. Voilà, même si ça ne sera pas facile parce que le cocktail est moins sexy qu'il ne l'a été ces 10 dernières années, mais on aura un observatoire plein sur une année pleine. Voilà. Mais à mon avis, nécessairement, les volumes vont régresser et c'est nécessaire de passer par cette étape-là parce que derrière la diminution du volume de transactions, il faut s'attendre, et c'est bénéfique pour le marché, à un ajustement des prix que je situe de l'ordre de 10 à 15%. Et c'est, à mon avis, ce volume-là qui permettra au marché de retrouver une dynamique et une stabilité. C'est très clair. Dernière chose, avant de revenir vers toi, vous faites un effort dans l'Observatoire Century 21. Je trouve d'ailleurs que ce n'est pas ce qui est le plus repris parmi les données que vous fournissez, d'approche sociologique aussi des acquéreurs. C'est-à-dire que la proportion d'ouvriers, de cadres moyens, de professions libérales est analysée par votre observatoire et il y a des évolutions très, très intéressantes. De même que vous analysez les différents segments, c'est-à-dire l'accession à la propriété, la primo-accession et l'investissement locatif. Vous aviez été, je crois, les premiers à montrer qu'il y avait une forte augmentation ces dernières années. Sur ces deux éléments qui sont très importants, la sociologie des acquéreurs en 2022 et ce qu'elle pourrait être en 2023, et sur les segments de la transaction, qu'est-ce que tu peux nous apporter comme précision? Alors, pour le coup, c'est vrai qu'on a un observatoire aussi sociologique sur les tranches d'âge et sur les CSP. Et sur l'âge aussi, c'est ça. Voilà, finalement, c'est assez stable. Alors là aussi, il faut par exemple extraire le marché parisien, qui est un marché, on ne va pas se voiler la face, qui est assez sélectif en termes de CSP, en termes de pouvoir d'achat. Voilà. Et j'en reviens toujours à cette notion de sélection des marchés de l'immobilier, pas du marché. Mais si on raisonne de manière nationale, finalement, c'est assez équilibré. Les gens qui achètent le plus, c'est un quart du marché, c'est 30-40 ans. On va les situer comme étant finalement des primo-accédants, rarement des secondo-accédants. Alors, probablement que cette proportion, eux, ils sont directement pénalisés et ils sont pris dans les fourches codines à la fois de l'augmentation du prix et à la fois de l'accès au crédit. Ils ont probablement un niveau de solvabilité, mais Ludovic nous en dira davantage, qui est un peu plus inférieur que les secondo-accédants, par définition, avec un apport personnel qui est moindre. Alors qu'on voit que l'apport personnel, malgré tout, augmente d'année en année, que c'est une réalité du marché et qu'il faut de plus en plus d'apports personnels pour pouvoir acheter en France, globalement. Ensuite, sur les CSP, en tout cas dans notre réseau, les catégories socio-professionnelles les plus représentées, c'est les employés et les ouvriers qui représentent quasiment 35%
de nos transactions et les cadres moyens représentant à peu près 25%. Donc, vous voyez, sur les deux premières catégories, on retrouve pratiquement 60% des transactions. Alors, nous, on a un prix de cession moyen qui est vraiment du mass market, qui est assez représentatif du marché français. On n'est pas sur du produit de luxe, ce qui ferait un peu dériver nos statistiques, mais voilà ce qu'on observe de ce point de vue-là. Quant au marché de l'investissement, il a baissé, mais ça ne surprendra personne. Le contexte aujourd'hui de l'investissement n'a plus les mêmes avantages que ceux qu'on a pu connaître sur les 10 dernières années. Et puis, les investisseurs sont ceux qui sont les plus sensibles aux mouvements de marché, aux données économiques. Voilà. Même si avec une inflation qui est proche de 6%, les investissements dans l'immobilier restent des investissements en théorie rentables. Voilà. Mais voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui de la typologie des acheteurs. C'est plutôt des employés et des ouvriers qui achètent pour 35%, et plutôt les 30-40 ans directement suivis par… Alors, la surprise, c'est les plus de 60 ans qui sont presque 20% des acquéreurs. Alors là, on y voit typiquement du produit d'investissement. Ça, c'est le complément de retraite qu'on retrouve dans ce type d'investissement. Voilà. On me demande, la question vous aussi pour Guillaume, si les résultats que vous avez récemment présentés, que vous êtes en train d'analyser encore au-delà, sont accessibles. Je pense que oui, sur vos sites respectifs. Charles, En partie, le dossier de presse est en partie disponible sur le site Santé Inter France. D'accord, parfait. Guillaume, je reviens vers toi, mais juste pour ça, même chose. On a fait un communiqué de presse aussi, et il me semble que c'est accessible. Après, on peut le retrouver. Il y aura sûrement, je pense, il faut que je vois sur nos sites, mais il me semble qu'on a communiqué là-dessus. D'accord, très bien. Écoutez, ce qu'on pourra faire, je le dis à tous les deux, ça peut valoir pour Dominique aussi, les éléments que vous voudrez nous confier, on les mettra sur le site du Cercle des managers avec beaucoup de plaisir. Voilà. Charles, je viens vers toi sur un sujet. La part d'investisseurs, je disais tout à l'heure, vous avez été les premiers à nous dire, il y a maintenant 4 ou 5 ans, qu'elle avait substantiellement augmenté pour essayer de doubler par rapport à ce qu'on imaginait. De mémoire, on était autour de 25%, chiffre Century 21. Qu'est-ce qu'ils sont, ces investisseurs aujourd'hui? Quelle proportion constituent-ils? Ils ont baissé, en fait, ils étaient au plus bas à 21% en 2017, ils sont retombés à 30% après être montés à 35%. En fait, je pense que le contexte, là, on a dit qu'on se disait tout ce soir, ou pratiquement tout. Je ne suis pas sûr que le contexte aujourd'hui soit très favorable à l'investissement dans l'immobilier. En tout cas, que les investisseurs aient une perception qui leur soit très favorable. D'abord, il y a le problème du rendement. Quand on est investisseur, pour le coup, le choix est un choix purement économique. On est d'accord, il n'y a pas d'affect, à contrario de celui qui va être un occupant, un propriétaire occupant, c'est un propriétaire investisseur. Et à ce titre-là, il va regarder le rendement. Sur le rendement, alors aujourd'hui, beaucoup de villes ont pris l'option du plafonnement des loyers, typiquement. Vous savez que l'IRL est plafonné par ailleurs, voilà, que les conditions d'accès au crédit se sont durcies, que les nécessités, que l'apport personnel qu'il faut consacrer à l'investissement immobilier a augmenté. Donc, vous voyez, les indicateurs de tendance, si vous voulez, pour l'investisseur aujourd'hui, lui sont beaucoup moins favorables qu'il y a quelques années. Donc, on peut facilement imaginer que cette tranche de population-là va un peu quitter notre marché. Est-ce que pour autant, ça remet en cause le sacro-saint principe de la valeur refuge de l'immobilier? Non, parce que dans le rendement direct, on oublie la capitalisation et la plus-value que ça représente sur 15 ou 20 ans. Si on voulait avoir une restitution objective, il faudrait prendre la plus-value enregistrée sur 15 ou 20 ans, d'accord, la ramener au rendement annuel, et on aurait des rendements qui sont uniques aujourd'hui en matière de rendement dans l'immobilier, même si le livret A est atteint à 3%. Ce qui est peut-être aussi un élément perturbateur pour des investisseurs. Aujourd'hui, 3% de sûr sur un livret A, même si c'est plafonné, finalement, c'est plutôt un bon rendement. Voilà. Donc, je ne suis pas sûr que la loi climat, la problématique des DPE, la décence du logement, les opportunités Airbnb, etc., fassent que les investisseurs soient très motivés sur l'année 2023. Je ne suis pas sûr qu'on les retrouvera en forte proportion, en tout cas. D'accord, c'est très clair. Merci beaucoup. Une observation, c'est dans notre chat. Il nous est dit que les achats en bloc, les ventes en bloc, les achats en bloc par des investisseurs se font aujourd'hui avec une décote significative de l'ordre de 20%. Voilà, à mettre en face de ce que tu imagines. Tu as parlé de 10-15, selon toi, utile pour que le marché soit fluide. Voilà, donc je vous fais cette observation. On pourra d'ailleurs parler du marché des investisseurs
dans une soirée dédiée. Dominique de Saint-Laurent. Alors Dominique, une présentation comme tes deux confrères ont pu la faire, mais voilà, je vais dire, sans t'offusquer, que ton réseau est peut-être un peu moins connu que Century 21 Worldpay. Donc, c'est encore plus nécessaire que tu nous dises ce qu'est WeLoge. C'est un réseau que tu as créé. Donc, merci de nous en faire la présentation. Je vais te demander ensuite, évidemment, de réagir aussi à l'année 2022. Alors, un réseau de mandataires, c'est une organisation particulière. Ce sont des indépendants, on le rappelle. Hein, ils sont nos invités très, très souvent, ces réseaux, ce modèle professionnel. Comment vivent-ils ce durcissement du marché? Je pense que tu vas nous confirmer qu'ils ressentent également cela. Et puis, je te posais d'ailleurs la question, je reviendrai après vers Charles ou Guillaume là-dessus, sur les risques qui peuvent peser sur tes conseillers, de la même manière sur les agents des grands réseaux. Est-ce qu'il faut imaginer aujourd'hui des risques à proprement parler, ou est-ce que tout le monde va traverser cette période la tête haute? Alors, bonsoir à tous. Donc, WeLoge, c'est un réseau national que j'ai créé en effet il y a 5 ans. Alors moi, je viens du monde de l'immobilier traditionnel. Hein. Ça fait 15 ans que je fais ce métier. Et donc, j'ai créé WeLoge en 2017. On est présent sur 17 départements. Donc, on a un réseau de mandataires. En effet, je dirais qu'on est plutôt dans un format hybride entre ce que peut apporter une agence immobilière classique et un réseau de mandataires par rapport à notre fonctionnement. Et on est présent sur 17 départements. Donc, ça va de l'Île-de-France en passant par Lyon, où là, on a une licence de marque, le Sud-Est, le Sud-Ouest, la Loire-Atlantique, un petit point aussi en Normandie. Et donc, la question, je réponds par quelle question? Alors, je vais déjà donner mon avis. Combien d'agents mandataires sur ces 17? 80. 80, très bien. On a recruté 80 en 2022. Et donc, en 2023, on se resserre un petit peu pour des raisons de stratégie. Et donc, pour répondre à la question de l'année 2022, je rejoins l'analyse de mes confrères, dans le sens où on a une année à 2 vitesses, avec un premier semestre plutôt faste, qui surfe encore un peu sur l'euphorie de 2021, et puis ensuite un ralentissement en septembre très clair, très marqué, avec évidemment l'actualité qui n'aide pas, et donc des conseillers qui sont plutôt en panique, puisqu'ils n'ont pas été habitués à ça. Alors moi, il se trouve que mon réseau est très jeune, il a 5 ans, mais le déploiement s'est fait il y a à peine un peu plus de 2 ans. Donc, dans mon équipe, j'ai beaucoup de personnes qui ont 2 ans d'immobilier et très peu qui ont plus de 2 ans. J'ai une dizaine de personnes qui ont plus de 2 ans d'immobilier. Donc, c'est vrai que quand on n'a pas le recul, ça peut faire peur. C'est un point important, je me permets d'interrompre là. Il est certain que l'essentiel des personnels, comme on dit, de l'immobilier, n'ont connu que des années fastes. Ça fait une quinzaine d'années que le marché tourne de manière très forte. Et même, non, je ne suis pas d'accord. 2008 n'a pas du tout été l'année faste. Moi, j'ai démarré en 2007. 2008, c'était une année compliquée. 2011 à partir aussi, de là, ça fait une quinzaine d'années quand même que 2011, ça a été aussi une année compliquée, mais c'est vrai que donc, depuis 2011, on connaît des années fastes, avec un petit bémol sur l'année Covid, en effet, entre parenthèses, le confinement. Et c'est vrai que l'après-Covid a été complètement euphorique. Et je pense qu'il faut un petit peu recentrer les choses dans le sens où les chiffres de 2021 sont un peu des chiffres hors normes, 2022 en partie. Et donc, pour 2023, je pense qu'on va revenir sur un marché qui va un petit peu se resserrer, mais ce n'est pas plus mal parce que je pense qu'à un moment donné, c'est bien de se reprendre sur les basiques et que la seule difficulté, ce sera pour les gens qui ne sont pas formés ou des gens qui n'ont pas la résilience, justement, pour pouvoir passer ce marché qui va rester quand même dynamique. Puisque quand on parle de plus d'1 million de transactions, ça reste un marché très dynamique. Un point que tu évoques, et ça a été dit à demi-mot, je vais les relancer là-dessus. Est-ce qu'on peut dire qu'on va mieux travailler, c'est-à-dire qu'on va mieux traiter les données dont on dispose, mieux les exploiter, les fichiers clients, qu'on va être plus attentif aussi aux clients et que peut-être que des boulons ont pu se dévisser?
si vous me passez l'expression, dans une période plus facile. Est-ce qu'il y a ce regard à porter quand on est à la tête d'un réseau? Et je poserai les mêmes questions à Charles ou à Guillaume. Bien sûr, puisque c'était la thématique de ma réunion de septembre, de la rentrée de septembre 2022, où on retourne aux fondamentaux, aux basiques, parce que quand un marché est très porteur, en fait, on met un bien, on a 20 personnes qui nous appellent, voire plus, pour visiter le bien, on ne prend pas forcément le temps de rappeler tout le monde. Aujourd'hui, le marché s'est retourné, donc ça veut dire qu'on doit maîtriser son métier et donc prendre le temps de pouvoir traiter chaque demande. Ça, c'est certain, ça c'est sûr. Aujourd'hui, et tu disais très franchement, moi j'ai lu de toi des propos qui datent d'il y a quelques mois, mais les choses vont très vite. C'est pour ça qu'on a besoin de votre expertise pour décoder. Tu étais en développement, tu avais des objectifs de développement stratégiques, comme il est normal d'en avoir, mais ils étaient ambitieux. Et tu disais, on resserre un peu, c'est le mot que tu as utilisé. Alors, est-ce que c'est uniquement pour des raisons stratégiques et parce que tu as fait une inflexion stratégique, ou est-ce qu'effectivement les fondamentaux de marché te conduisent à dire on aurait pu doubler de taille et on ne va pas doubler. Voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Absolument. En fait, très clairement, le marché se resserre. Donc, ça veut dire que il faut connaître son métier. Ça veut dire qu'il faut savoir aussi passer un moment de crise parce que malgré tout, c'est une période de crise. Et donc, je pense que les personnes qui sont neuves dans ce métier n'ont pas forcément le recul nécessaire pour déjà tenir le coup dans ce genre de situation et aussi pas l'expérience qu'il faut. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, au niveau du réseau, on est vraiment attaché à faire monter encore plus en compétence les personnes qui sont déjà depuis plus de 2 ans, ceux qui sont là depuis 3 ans, 4 ans, etc., pour leur apporter les outils, l'accompagnement pour leur permettre de doubler leur chiffre d'affaires et pas forcément de recruter des personnes novices où là, ça va être plus compliqué pour elles de démarrer dans ce marché. Est-ce que un indépendant qui travaille en réseau, alors il y a des indépendants qui travaillent conseillers, des agents commerciaux, voilà, c'est le statut juridique qui travaille pour des agences immobilières, mais par principe, un réseau de mandataires voilà, est un organisateur d'indépendance et d'indépendants. Est-ce que ces indépendants, dans cette période, ils sont plus fragilisés que ne peuvent l'être des négociateurs en agence? Est-ce qu'il faut avoir une attention plus particulière? Est-ce qu'il y a à craindre, je mets les pieds dans le plat, une déprise de certains négociateurs? Alors, clairement, tu nous dis, nous, on mise sur ceux qui ont le plus d'expérience, ils sont plus solides, mais est-ce que les plus jeunes, ceux qui sont arrivés il y a peut-être quelques mois, il y a le risque qu'ils lâchent la rampe? Quelle que soit la structure dans laquelle quelqu'un de novice arrive dans ce métier, quelle que soit la structure, il sera fragilisé. Que ce soit en agence immobilière classique, que ce soit en réseau de mandataires, ce n'est pas une question de structure, c'est une question d'accompagnement. Et en fait, aujourd'hui, ce qui est important, c'est qu'en effet, les personnes qui se lancent dans ce métier, elles soient accompagnées. Et après, peu importe, l'accompagnement, il peut être bon dans une agence immobilière et mauvais dans un réseau de mandataires. Bien sûr. Et c'est pas en fait. D'accord, parfait. Pour ce vivier donc d'une centaine, on va dire, de négociateurs aujourd'hui indépendants, tu déploies aujourd'hui quel type d'effort? Plus de formation, plus de coaching, plus de quoi? Alors, on a toujours été très à l'écoute sur la formation, le coaching, l'accompagnement. Aujourd'hui, c'est plus d'outils parce que je pense que dans un secteur très concurrentiel comme le nôtre, ce qui va faire la différence, indépendamment des compétences des consultants, c'est aussi les outils qui mettront à disposition de leurs clients. Donc, c'est beaucoup plus d'outils, plus de visibilité pour leur permettre, là, notamment, on développe une application qui permet de parrainer les apporteurs d'affaires. Donc, ça va être un outil qui fera la différence sur le secteur. D'accord, donc plus d'inventivité aussi au profit du métier, au profit de ceux qui le font. De toute façon, il faut innover. Maintenant, je pense que vraiment, l'immobilier, c'est un métier basique et il ne faut pas trop s'écarter des basiques non plus parce qu'en fait, faire des ventes, ça ne s'invente pas, ça ne s'improvise pas. Certains le pensent, mais c'est un métier qu'on apprend. Et je pense que ce qui est important, c'est d'être formé, de maîtriser la notion, la partie juridique et aussi de parfaitement maîtriser son secteur parce que c'est comme ça qu'on arrive à faire des ventes en fait. C'est très clair. Merci beaucoup. Je reviendrai bien sûr vers toi. Ludovic,
Le crédit, c'est le nerf de la guerre. Hein. On rappellera que 90% des opérations immobilières, évidemment, se font avec le recours à un crédit, avec une quotité, c'est-à-dire une part de crédit variable, mais qui est en général très importante. Bon, ton regard sur ce qui se passe, alors des informations statistiques aussi, hein, avec le regard du courtier en crédit immobilier. Le niveau des taux d'intérêt, on a entendu tout à l'heure, je crois que c'est Guillaume qui le disait au début, les taux ont augmenté, mais pas tant que ça. Pas tant que ça. Alors, le pas tant que ça, je voudrais que tu ou que tu le valides ou que tu donnes ton regard différent. Moi, j'avoue que spontanément, je trouve qu'il y a quand même une évolution forte, mais est-ce qu'elle est encore digeste? C'est ça le sujet. La question du taux d'usure, je voudrais que tu nous éclaircisses de manière très didactique. Encore une fois, Charles disait il n'y a pas très longtemps, bon, il n'est pas tellement bloquant. Est-ce que tu valides ça? Est-ce qu'il pourrait l'être? On a vu qu'il avait été réévalué très récemment. Il sera peut-être mensualisé. On nous annonce cette décision, je crois, pour cette semaine de la part de la Banque de France. Voilà, tu vois, beaucoup de questions. Tu déroules et puis je t'inviterai à compléter au fil de ton propos. Et il y a plein de messages aussi sur le chat. Alors, je démarre par une rapide présentation. Oui, avec plaisir, absolument, par équité. Toi aussi, tu vas le faire. Oh, merci, Henri. Donc, Artemis Courtage, c'est un réseau que j'ai cofondé avec 5 camarades il y a, au moment de Lehman Brothers, de la crise des subprimes. On a pensé à ce projet à la fin de l'année 2008 et on a créé Artemis en mai 2009. Donc, on fêtera bientôt nos 14 ans. Donc, une parenthèse, donc les courtiers peuvent naître au moment où le crédit ne va pas bien. C'est-à-dire qu'ils servent peut-être dans des moments où l'accès au crédit est plus complexe. On était jeunes, insouciants, fin de vingtaine, pas d'enfants. Voilà. Peut-être qu'on ne l'aurait pas fait 10 ans après, mais c'est à ce moment-là, effectivement, qu'est née l'idée on était tous courtiers, évidemment. Hein, on faisait ce métier avec passion dans un autre réseau et on a créé pendant cette année 2009, qui était quand même pas la plus fabuleuse année des 20 dernières années qu'on a traversées. On a créé ce réseau. On est aujourd'hui environ 600 collaborateurs, plus d'une centaine d'agences. On maille maintenant tout le territoire français et toutes les grandes métropoles et villes de moyenne importance. Un petit trou dans la carte et dans la raquette dans l'est de la France. Par construction, c'est un réseau qu'on a construit d'abord en partant de Paris et qui s'est construit en escargot les premières années, et puis après par voie d'abord de franchise et ensuite de rachat quand on croisait des entrepreneurs qui avaient des valeurs communes avec les nôtres et qui avaient développé un réseau localement avec un ADN qui ressemblait au nôtre. On a commencé par les Hauts-de-France, puis l'Arc Atlantique, puis la Côte d'Azur, puis d'autres régions pour avoir un réseau qui n'est pas complètement formé, mais qui n'est pas loin de l'être. Et puis l'actualité que tu connais, c'est qu'on est adossé à un courtier en assurance immobilière qui fait que de l'assurance immobilière, qui s'appelle ODALIM, qui est sur la verticale immobilière pour pouvoir servir tous les métiers de l'immobilier, l'IARD, l'assurance emprunteur et le financement, le crédit, qu'il soit destiné aux particuliers ou aux professionnels. Voilà en quelques mots et en synthèse la présentation. On parlera bien sûr d'assurance emprunteur, je n'aurais pas oublié, c'est un élément aujourd'hui déterminant. Alors, voilà, ton regard sur les circonstances. On a entendu de plusieurs de tes confrères, plus que des banques, qui traditionnellement sont très discrètes ou plus modérées. Ne parlons pas de la Banque de France, qui nous dit souvent que tout va bien. On a entendu que accéder au crédit pour près de la moitié ou 40% des prétendants à une acquisition immobilière devenait impossible. Alors, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Les taux, le plafond de verre du taux d'usure, et peut-être segment par segment, comme je l'ai fait dire notamment à Charles, qu'est-ce qu'il en est des primo-accédants, qu'est-ce qu'il en est de ceux qui font une énième opération, qu'est-ce qu'il en est des investisseurs? Bon, moi, je suis porte-parole de mon réseau, hein, c'est-à-dire que je parle pour Artemis Courtage et les chiffres que je donne
Absolument. Je ne remets pas en cause les chiffres qui sont avancés par mes confrères et ils ont probablement des blocages là où j'en ai pas, dans des régions où je ne suis pas forcément présent ou inversement. Mais c'est vrai qu'il y a eu une reprise, une caisse de résonance et un écho dans certains médias qui a été un peu fort sur les difficultés d'accès au crédit. Ça a été une année particulière qui a été effectivement séquencée en 2 semestres complètement distincts et ça a été rappelé par tous les intervenants jusqu'à présent. On avait beaucoup d'élan à la fin de l'année 2021. Ça nous a donné beaucoup de force, beaucoup de puissance dans le nombre de transactions et dans les volumes de crédit dans un premier semestre qui était dans la droite lignée de ce qu'on avait vécu en 2021, année de report post-Covid. Et on est entré dans cette année avec beaucoup de force. Force est de constater que le second semestre a été beaucoup plus compliqué à bien des égards. On va terminer l'année sur une production de crédit hors renégociation aux alentours entre 215 et 220 milliards d'euros. Évidemment, il y a 1 100 000 transactions, ils ont été financés, comme tu le rappelais dans l'introduction, pour la grande majorité avec l'accès au crédit. Donc, la machine n'est pas bloquée, mais il ne faut pas non plus dire que tout va bien. C'est la séquence qu'il faut analyser, la période. Et en vérité, on va clore l'année, on est maintenant au mois de janvier, donc on est plutôt dans l'analyse de l'année 2022. On va clore l'année avec un mois de décembre à l'intérieur duquel on aura débloqué moins de 15 milliards d'euros de crédit, ce qui est un chiffre, je le précise pour tout le monde, ce qui est un chiffre inférieur à ce qu'on a produit comme crédit en plein confinement, le premier confinement, au moment où vos agences immobilières étaient fermées et mes bureaux de crédit étaient fermés également. C'est-à-dire qu'on finit l'année sur une année où 15 milliards d'euros de crédit ont été négociés et débloqués. Si vous multipliez ça par 12, vous vous rendrez bien compte qu'on revient à des productions de crédit qui sont vraiment plus faibles et plus basses que ce qu'on a connu ces dernières années. Bien évidemment, c'est la fin d'une période où l'argent était quasiment gratuit, où je ne savais plus quoi dire quand j'étais invité sur les plateaux télé ou à la radio ou dans n'importe quelle presse sur la hauteur des taux, parce qu'en vérité, ça ne bougeait pas. On a vécu pendant 5 ans avec des taux de crédit qui étaient en moyenne aux alentours de 1, et quand il y avait un soubresaut de point de base, ça faisait la une des journaux. En vérité, c'était une période un peu bénie, mais complètement anormale. On revient dans une période, effectivement, où les taux qui sont pratiqués, on a tous, j'allais dire plus de 30 ans, plus de 40 ou plus de 50 ans, on a tous vécu dans des horizons de taux qui sont ceux d'aujourd'hui, et je les détaillerai après maturité par maturité. Alors, après, par rapport à ce que disait Guillaume sur les taux, ça dépend si on parle de valeur absolue ou de variation. En valeur absolue, ça a pris 100 points de base sur une année. Bon, on peut dire que c'est pas tant que ça. En variation, ça a doublé. C'est quand même, c'est pas complètement anecdotique comme événement. On a commencé l'année 2022 avec des taux moyens qui étaient aux alentours de 1%, et on termine l'année. Alors après, il y a les chiffres Banque de France et les chiffres Observatoire Crédit Logement. Moi, c'est ma grande passion du moment, c'est d'analyser les deux. À un peu moins de 2 pour la Banque de France et aux alentours de 2,30 pour l'Observatoire Crédit Logement, qui sont beaucoup plus proches des chiffres qu'on pratique dans nos réseaux, parce que c'est des chiffres de négociation et d'avant-contrat et pas de crédit débloqué chez le notaire, qui sont déjà des projets qui ont 4, 5, 6 mois. C'était un peu c'était toute la nuance et les demandes qu'on faisait, nous, au niveau de la Banque de France, notamment par rapport à l'usure et à sa périodicité. On y reviendra après. En tout cas, oui, ce qui est réel, c'est que ça a plus que doublé sur une année, les taux de crédit, que ça fait reculer en capacité d'emprunt. J'ai pris un petit exemple un peu parlant pour que tout le monde puisse se situer. Pour une mensualité de 1 000 euros de crédit par mois sur 25 ans, parce qu'en vérité, aujourd'hui, la durée moyenne d'emprunt des crédits pour tous les emprunteurs, elle est au-delà de 20 ans. C'est un des enseignements aussi de l'année, c'est-à-dire qu'on est en train de pousser la dernière variable d'ajustement, qui est la durée des crédits, au plus loin de ce qu'on peut faire.
On rappellera que le plus loin, pour reprendre tes mots, c'est 25 ans. C'est-à-dire qu'il y a des critères, on en a beaucoup parlé ici, je vais te replacer sur le sujet du Haut Conseil de stabilité financière, on le rappellera, qui ont aujourd'hui une force réglementaire. On est à 25 ans maximum, bon, plus éventuellement 2 ans en cas de livraison de neuf, mais 25 ans. Donc on se met au taquet, en clair. Tu nous dis qu'on est aujourd'hui au taquet. C'est la norme, tu as bien raison de le rappeler. C'était une recommandation qui est devenue une norme en janvier 2022. Et on ne peut pas prêter dans l'ancien au-delà de 25 ans et 27 ans si c'est du neuf avec la période de différé. Aujourd'hui, la durée moyenne des emprunts, elle est au-delà de 20 ans. Et pour les primo-accédants, elle va bientôt arriver à 23 ans. Donc, vous voyez bien que c'est une moyenne. Donc, on a poussé au maximum le curseur et on ne pourra pas aller bien plus loin. Pour 1 000 € empruntés sur 25 ans en début d'année, on pouvait emprunter un peu plus de 240 000 € avec une assurance aux alentours de 0,30. Et en début d'année 2023, on peut emprunter 210 000 €. On est quasiment sur 15% de baisse de capacité d'emprunt. C'est pas complètement négligeable. Ça ne remet pas tout en cause, évidemment, mais il faut quand même revoir ces projets. Il faut d'abord refaire valider sa capacité d'emprunt si on est toujours dans le circuit d'un achat immobilier, et ça peut allonger le délai des transactions ou des négociations. Voilà, donc c'est une année qui a été correcte, qui a même été dynamique dans notre réseau. On a intermédié 4,5 milliards de crédit. C'est pas une mauvaise année, mais c'est une année où on s'est jamais autant bagarré avec tous les maillots, les intervenants. Quand je dis bagarré, on a été présent et plus que présent. La durée de négociation des dossiers, des crédits a été beaucoup plus importante qu'à l'habitude. Et pour le coup, tous les maillons de la chaîne l'ont ressenti, que ce soit les notaires, les agents IMO, les vendeurs. Ça a été une année qui a été une année de secousse, une année de remous, parce que sur le dernier semestre et même le deuxième trimestre, à partir du moment où on a commencé à avoir cet effet ciseau entre le taux d'usure et la remontée des taux, on a eu des trimestres qui ont été des trimestres en stop and go, c'est-à-dire que on a eu une forte activité en début de trimestre après publication de l'usure, où on rattrapait, on remettait dans le circuit des dossiers qui étaient bloqués pour ces considérations d'usure. Donc, on remettait dans le circuit ces dossiers-là. Et puis, après un mois et demi, quand les banques… On était rattrapés par les taux. Voilà, quand les banques avaient publié de nouveaux barèmes à la hausse, évidemment, qui suivaient les marchés obligataires et les conditions de refinancement des banques auprès de la BCE, qui a elle aussi remonté ses taux directeurs, le marché était à l'arrêt. En tout cas, le marché du crédit était à l'arrêt pendant un mois ou un mois et demi. De façon très didactique, je vais te faire revenir après sur deux, trois points très importants, et on va parler d'assurance, justement, ça va être le tremplin. Qu'est-ce que c'est ce taux d'usure? Comment est-il calculé? Il est l'addition de quoi? Et de combien est-il aujourd'hui d'ailleurs, puisque tu dois l'avoir en tête, j'imagine, par cœur? Oui, bien sûr. On vit avec ça, c'est le poster qui est dans ma chambre et dans mon bureau. C'est ça. D'abord, le taux d'usure, c'est le taux maximum au-delà duquel les banques ne peuvent pas prêter. C'est un seuil, le seuil de l'usure ou le taux d'usure. Et il est calculé, donc il était calculé, on va parler au passé parce qu'on a eu effectivement de bonnes nouvelles il n'y a pas très longtemps. Il était calculé et publié de façon trimestrielle, basé sur le décaissement des crédits immobiliers du trimestre précédent et rehaussé d'un tiers, de 33%. Il n'y a que les taux d'intérêt dans le taux d'usure? Et donc, dans ce taux d'usure, il y a effectivement, et tu as raison de le souligner, il y a le taux nominal, c'est-à-dire le taux auquel vous empruntez votre crédit à la banque. Il y a le taux d'assurance emprunteur qui représente une grosse part, évidemment, surtout dans un environnement de taux bas, comme c'était le cas ces 5 dernières années. Et puis, il y a des taux un peu annexes que représentent les frais de garantie qui sont recalculés en pourcentage, les éventuels frais de dossier bancaire, les éventuels frais de dossier de courtage et les frais de tenue de compte bancaire qui sont remis aussi en pourcentage et remis dans ce taux global. Sachant que les taux
on va dire, ces produits annexes, au-delà du taux d'emprunt, représentent aux alentours de 0,60. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, le taux d'usure pour les crédits de 20 ans et plus, de 20 ans à 25 ans, c'est 3,57. Aujourd'hui, on a des banques qui nous envoient des barèmes de taux de crédit selon les durées, selon les régions et selon les profils, où on a des taux sur 25 ans pour des dossiers, sans être péjoratif, mais entrée de gamme, qui sont aux alentours de 3,5. Donc, le problème, il est entier. Le problème, c'est un problème de marge et de taux de refinancement des établissements bancaires qui devraient, par rapport à ce qu'elles empruntent, au taux auquel elles empruntent, qui devraient ressortir des taux aujourd'hui aux alentours de 3,5-4 et qui les sortent plutôt entre 2,5 et 3 en moyenne, les taux du moment. Donc, la période de hausse n'est pas terminée. On anticipe en tout cas, comme le marché immobilier, un atterrissage un peu en douceur de cette forte hausse, de cette hausse intense et ininterrompue depuis le mois de mars, pour atterrir à l'intérieur de l'année, je l'espère, aux alentours de 3,5 en taux moyen, donc, ce qui voudra dire qu'il y aura des pointes, évidemment, pour les dossiers les moins bons et sur 25 ans, probablement entre 3,5 et 4. Mais c'est mes prévisions, puisqu'il ne faut pas faire couler d'eau tiède ce soir. C'est à peu près mes prévisions pour cette année. On a, et quand ce n'est pas le cas, je le dis, donc on a des signes en ce début d'année, au-delà du taux d'usure qui va être mensualisé à partir de février ou mars. Pourquoi c'est une bonne nouvelle? Parce que la périodicité du taux d'usure, c'est que ce fameux taux maximum était figé pour un trimestre, alors que les banques, pendant ce trimestre-là, elles envoyaient 2, 3, 4, 5 barèmes de taux en fonction de la nervosité des marchés, et notamment des marchés obligataires. Et vous comprenez bien que parfois, au bout d'un mois ou un mois et demi, elles avaient rattrapé la bouffée d'oxygène qu'avait proposé le taux d'usure le trimestre précédent. Donc, c'était une situation de tension. Donc, effectivement, les dossiers se débloquaient. On a eu, parce qu'il y a effectivement plusieurs marchés entre la région parisienne et les régions, on a eu aux alentours d'une vingtaine de % de dossiers qui ont été bloqués temporairement, la plupart du temps étant mieux en région, et c'est monté à 28-30% Paris, région parisienne, pour deux raisons. Parce que effectivement, et je rejoins mes confrères, distribuer du crédit en région parisienne, et c'est la première fois depuis que j'ai créé cette entreprise, ça a été plus compliqué de le faire en région parisienne qu'en province et dans les régions. Et puis parce que il y a, en tout cas c'est mon analyse, mais elle est partagée sur le terrain et par mes confrères. Quand vous êtes en région et que vous avez une banque locale, régionale, mutualiste qui a 30 ou 35% de part de marché, elle a une responsabilité quasiment sociale ou locale de continuer à prêter. C'est moins le cas dans un marché plus concurrentiel et plus morcelé, Paris-Île-de-France, où globalement tout le monde a 6, 8, 10% de part de marché, et que quand on a envie de se retirer parce que les marges ne sont pas assez importantes, les taux de refinancement ne sont pas ceux qu'on voudrait, elle se retire en prévenant, mais elle se retire quasiment complètement. En région, c'est un peu moins le cas. Et si Crédit Mutuel de Bretagne, j'ai cet exemple en tête parce qu'on vient de les rencontrer il n'y a pas très longtemps, avait arrêté la production de crédit, on l'aurait senti beaucoup plus fort. Donc c'est aussi pour ça que le marché est morcelé et qu'il y a, comme dans les transactions, plusieurs régions, plusieurs marchés. Est-ce que vous pouvez financer un emprunteur parisien pour une acquisition parisienne dans une banque mutualiste, notamment territoriale, pour que le dossier passe, parce qu'il ne passerait pas à Paris? Est-ce que ce sont des pratiques que ta profession utilise? De plus en plus, en tout cas, de plus en plus, on se rappelle au bon souvenir de ses racines, d'une vieille tante ou d'un cercle d'amis qui n'est pas exactement parisien. Non, mais blague à part, c'est le cas, et c'est vrai qu'on a fait quand même, on a expatrié quand même quelques centaines de dossiers. Vous avez dossiers. dépaysé, comme on dit. Voilà, on les a dépaysés en sachant quand même que
encore plus en 2022 qu'une autre année, les banques ne restent pas gratis et que dans des périodes où les marges sont pincées, les contreparties demandées étaient plus qu'attendues par les banques. Donc, il fallait évidemment jouer le jeu pour ces emprunteurs. Mais d'abord, on a financé quelques emprunteurs qui réellement étaient entre deux vies, entre le télétravail et un peu de présentiel à Paris ou ailleurs, et c'était plus simple de le faire. Et puis effectivement, pas mal de banques de jeunesse ou de passage. On l'a fait plus en 2022 qu'à n'importe quel moment de la vie d'Artémis Courtage. Trois choses. Je reviens sur ta simulation, elle est très éclairante. 1 000 € empruntés, 25 ans, c'est 30 000 € de moins par rapport à il y a un an qu'on peut emprunter. Ça veut dire, je me raccroche au propos du patron de Century ou d'Orpi, une baisse des prix de l'ordre de 10%, c'était une prévision de Charles, rattraperait, si je puis dire, l'oxygène qu'on perd par le crédit, et on pourrait ne pas renoncer au bien de ses rêves si son prix était de l'ordre de 10% de moins. On aurait une compensation. La compensation par les prix des biens pourrait rattraper l'augmentation des taux qui, elle, est inéluctable. On ne peut pas passer à côté. Ludovic, est-ce que ce raisonnement, on peut le tenir? On peut dire qu'effectivement, une correction des prix va corriger une inflation des taux. Moi, je suis d'accord avec ça, Henri, à la nuance près suivante, c'est que ce sera probablement effectivement une année de transition. Je suis d'accord avec ce qui a été dit par Dominique, Guillaume et Charles. Une année de transition, c'est-à-dire que là, on va se retrouver dans une année où un bien qui vaut 100, le vendeur va imaginer qu'il vaut plutôt 110 ou 115, l'acquéreur ne sera pas prêt à mettre plus de 85-90 en valeur absolue, hein, et ce sera peut-être un peu long pour que l'accord soit trouvé et qu'on puisse se taper dans la main parce que dans ces périodes-là, on n'a pas envie de perdre d'argent et puis de l'autre côté, on a envie de faire une bonne affaire parce que ces messages-là vont être relayés en bloc par les médias et que l'écho, la caisse de résonance est très forte et que le marché est un marché de confiance, comme tout le monde le sait. Sur l'assurance emprunteur, j'ai annoncé qu'on en parlerait, tu l'as évoqué, mais creusons un peu ce sujet avant que je ne revienne vers les autres débatteurs. Est-ce qu'il y a un travail aujourd'hui particulier à faire sur l'assurance emprunteur, dès lors qu'elle entre notamment dans le taux d'usure, pour la minimiser, pour l'optimiser? Et est-ce que ce travail que font les courtiers, que fait Artémis Courtage, il devient central ou au moins aussi important que la négociation sur les taux et la défense du dossier? Je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire que comme la seule variable d'ajustement sérieuse qu'on avait, c'était de jouer sur la durée, sur la maturité et de bouger le curseur de 20 vers 25 ans. Comme on est quasiment de toute façon, dans tous les cas, pour les primo-accédants notamment, on est toujours sur 25 ans de durée d'emprunt. La seule chose qui peut faire passer du bon côté de l'usure un dossier, c'est de jouer sur cette assurance emprunteur. On peut gagner combien? Est-ce que tu as une illustration là-dessus d'une optimisation d'une assurance qui fait passer de l'impossible parce qu'on est au-delà du taux d'usure au possible parce qu'on tombe vraiment en dessous? Oui, alors ça dépend. Et bien évidemment, ce n'est pas la solution à tous les problèmes. Et quand on propose une délégation d'assurance, on ne fait pas de la magie. Hein, mais en fonction de l'âge, de la profession, de l'état de santé des emprunteurs, l'assurance peut être divisée par 2 et vous pouvez passer d'un taux d'assurance de 0,30 à 0,15 si vous avez 35 ans et que vous êtes sédentaire, cadre, que vous êtes non-fumeur et que vous n'avez pas d'habitude de voyage à titre professionnel très exotique. Je rappelle ce qu'est une délégation d'assurance, c'est une assurance individuelle. Donc, l'assureur prend un risque individuel sur votre personne en fonction de votre âge, de vos habitudes de vie, du fait que vous soyez ou non fumeur, que vous ayez un ratio taille-poids correct, au contraire d'une assurance groupe qui est collective et qui assure
tout un pan de population par tranche d'âge au même tarif, peu importe qu'on soit fumeur, non-fumeur, obèse ou pas obèse et qu'on voyage ou pas. Donc, cette tarification et cette assurance individuelle, cette délégation d'assurance, elle nous a permis de sortir de l'ornière de l'usure dans bien des cas cette année, en faisant passer, effectivement, en gagnant les quelques points de base qui étaient nécessaires à faire passer le dossier du bon côté de l'usure. Ce n'est pas la solution à tous les problèmes, mais c'est en tout cas c'est avec ça qu'on peut le plus jouer. Enfin, jouer, c'est pas le bon mot. La proportion aujourd'hui chez toi de décorrélation entre le crédit qui est fait par telle banque et puis l'assurance que vous allez aller chercher ailleurs parce qu'elle sera optimisée pour l'emprunteur. Quelle proportion aujourd'hui? On rappellera, c'est la fameuse loi Lemoine, mais il y en a eu plusieurs. Et la loi Lemoine a été un peu l'estocade. En clair, aujourd'hui, on veut donner cette liberté à l'emprunteur et à son courtier. Bon, ça dépend. Alors, c'est très disparate en fonction des régions et des dossiers parce que historiquement, il y a une facilité ou en tout cas un marché plus ouvert pour déléguer l'assurance et proposer des assurances individuelles vers les banques nationales que vers les banques régionales ou mutualistes. Donc, ça dépend vraiment de là où vous vous trouvez. Mais nous, on est un réseau dans lequel on arrive à déléguer pas mal d'assurances aux alentours. Je n'ai pas fini de faire les additions de l'année 2022, mais on est probablement à un tiers d'assurances qui sont déléguées dans un marché qui est plutôt sur du 80-20. C'est le poids du réseau et de la distribution. Et puis, je ne vais pas tirer la couverture qu'à moi. S'il y a bien une conséquence positive à ce bazar de l'usure en 2022, c'est que les banques ont accepté plus facilement des assurances déléguées quand ça avait pour vertu de faire très intéressant, très intéressant. Bon, et la proximité d'un spécialiste du courtage en assurance est un atout incontestablement chez toi. Évidemment. Volontiers. Je vais revenir vers Guillaume d'abord. Charles, deux questions, Guillaume. Il y en a une qui m'a inspiré par le chat. Évolution des pratiques. Dominique a donné un certain nombre de pistes. Elle dit voilà, bon, maintenant pour aider les conseillers indépendants ou les agents coopérateurs d'Orpi, il va falloir être inventif, leur donner de meilleurs outils, de meilleurs réflexes, ou leur rappeler certains réflexes qu'on a perdus. Tu l'avais dit à demi-mot. Le mandat exclusif, on dit, est-ce que la pratique du mandat exclusif et du partage du mandat exclusif, on rappellera qu'il y a des plateformes, il y en a une que je connais bien, qui est Listigo, et puis il y a la MEPI, plateforme historique. Est-ce que le recours au mandat exclusif, Guillaume, quel est son niveau d'ailleurs dans ton réseau aujourd'hui, et est-ce qu'il a vocation à croître parce qu'on voit que l'offre, elle a du mal à émerger, donc elle devient un produit encore plus rare, que sortir ces mandats n'est pas aisé non plus, confère question de crédit. Est-ce que l'exclusivité partagée va prendre du poil de la bête? Alors, si tu me permets, juste avant de répondre à cette question, je voudrais… Oui, bien sûr, bien sûr. J'avais levé la main pour répondre à… pardon, je n'avais… j'ai pas parlé. Ludovic, et je vais répondre ensuite. Il y a à mon avis une chose dont on ne parle pas dans notre échange sur les taux, c'est qu'on est en train de… Enfin, moi, ma génération, j'ai 55 ans, j'ai toujours entendu parler avant d'avec l'inflation, les gens finançaient leurs investissements immobiliers, il y avait l'inflation, il y avait quelque chose de positif là-dedans. Et là, avec ce qu'on vit, j'entends qu'on va baisser la capacité d'emprunt, il y aura très certainement une correction des prix, mais on a aussi l'inflation par ailleurs qui est quand même à un niveau assez élevé, les taux d'intérêt sont quand même très faibles par rapport à ça. Et peut-être que ça peut aussi avoir un effet, ça va permettre à des gens de pouvoir emprunter ou en tout cas financer autrement. C'est une parenthèse sur ça, mais moi j'ai… Sachant que l'inflation des revenus, tu as raison d'aborder ce sujet, il est très important et certaines générations ont en tête que le mix inflation de revenus, inflation des coûts est heureux pour l'immobilier. Mais on n'a pas aujourd'hui l'inflation des revenus, on l'a que très partiellement. Non, mais dans les entreprises, enfin je ne sais pas chez vous, mais enfin… On constate quand même qu'il y a une poussée pour augmenter les salaires, pour pouvoir faire ça. Il y a tout un tas de signaux. Moi, je vois chez Orpin, on a un certain nombre. Donc, on a plein de signaux qui me laissent penser que dans les entreprises, il y a des renégociations salariales. Donc, je ne dis pas que tout est parfait, tout va bien, mais
pour contrebalancer cette histoire de taux, on était à 4% quand j'ai commencé à travailler. Bon, c'est sûr que 3, ça reste une somme, évidemment. Mais s'il y a une conjonction de baisse de prix, des augmentations salariales, de l'inflation, enfin voilà. Donc ça, c'était une courte parenthèse sur le sujet. Il peut y avoir une équation heureuse, il peut y avoir une équation qui s'équilibre. Tout à fait. J'essaye toujours de voir la bouteille à moitié pleine. Enfin, on a vu la bouteille en pleine. On a vu, Guillaume, la bouteille. Non, je ne fais pas du placement de produit, je l'ai mise de ce côté-là. Mais tu as le droit, je t'ai dit que tu avais le droit. Vous avez tous le droit. Par contre, sur le mandat exclusif, pour revenir à ta question, alors nous, on a augmenté notre taux de mandat exclusif chez Orpi, on est passé à 58%, on était à 54% l'année dernière, on finit l'année 2022 à 58% de mandat exclusif. Je reste persuadé que le mandat exclusif est une bonne opportunité pour défendre l'intérêt de nos vendeurs, de partager les mandats exclusifs, j'y crois puisque je fais partie de la MEPI, où je retrouve parfois Charles, enfin souvent quand on y est, nous sommes coopétiteurs, c'est-à-dire que concurrents, mais on partage effectivement ces mandats. Donc, le mandat exclusif reste pour moi une opportunité de mieux vendre et de ne pas se disperser avec des disparités de prix, de services. Et dans le reste de ta question, il y avait est-ce qu'on devait apporter ou est-ce qu'on allait continuer à apporter plus de services? Oui, alors je pensais, exactement, mais déjà la pratique du mandat exclusif a favorisé de plus en plus, c'est déjà une réponse, mais effectivement, est-ce qu'il y a de nouveaux outils, des choses en préparation, parce qu'il y a ce durcissement et qu'il faut davantage aider les agents immobiliers? Oui, alors, tout à fait. Dans notre réseau, on apporte des choses en plus. La notion de service est fondamentale, c'est-à-dire que pour passer par une agence immobilière qui pratique ou a des taux de commission qui sont peut-être plus élevés qu'ailleurs, inévitablement, si on veut survivre et rester, il faut apporter un service derrière. Maîtrise juridique, apport, enfin publicitaire, tout ce qu'on peut apporter comme plus, parce que sinon, on n'a pas de raison d'être. Donc, on se doit d'apporter un service, de l'expertise en plus, une maîtrise des outils juridiques. Mais on ne peut pas juste se contenter d'être des ouvreurs de porte. Moi, l'année là qui se présente, puisque je reste persuadé que ça reste une année d'opportunité, parce que toutes ces crises qu'on a pu traverser, et je rejoins Dominique quand elle parlait de 2008, effectivement, ça avait commencé en 2007. Moi, j'exerçais en rural dans le Vexin, l'essence avait augmenté, et j'avais senti avant mes confrères de région parisienne quand c'était plus dur pour nous. Donc là, ces années de crise, effectivement, il y a des conseillers qui ne résisteront pas, que ce soit dans des réseaux d'agences ou de mandataires, ceux qui seront fragiles, qui n'ont connu que la facilité des 3 dernières années, même si les années Covid n'étaient pas faciles. Mais donc, il y aura des opportunités. On doit plus de services et les mandats exclusifs restent une bonne opportunité pour faire la différence. Est-ce que tu crains une érosion des honoraires dans ce contexte-là, simplement parce que voilà, ce serait aussi une façon de compenser la désolvabilisation de la demande, ou est-ce que parce qu'il faut accompagner plus que jamais les vendeurs et les acquéreurs, vous allez tenir sur les honoraires, vous y arriverez? Écoute, pendant que tu parlais tout à l'heure, parce que je reçois des textos de tous les côtés à chaque fois du réseau, tous les soirs, c'est l'heure. Là, je reçois un confrère qui m'envoie des choses avec 98% de commission offerte, 12 mois de pack offert, 200 € de bon d'achat, 10 000 € supplémentaires sur vente, enfin, la totale. Bon, bientôt, on viendra aborder les gens dans leur lit. Voilà. Donc, moi, je pense qu'il y aura… C'est suicidaire, ça. C'est suicidaire. Moi, je les laisse faire. Mais je pense qu'il y aura… Ce n'est pas un confrère Orpi, on précisera. Non. Je ne vais pas aller jusqu'à faire de la pub pour eux, mais voilà, ce ne sont pas les pratiques de ton réseau et tu mets en garde. Et l'erreur qu'on a commise dans notre profession, mais ça malheureusement c'est comme ça, c'est que toute la notion d'estimation gratuite, on a un métier où on apporte un service, on a tout ce qui n'a pas de prix n'a pas de valeur. Enfin, si on ne vend pas un service, ça ne vaut pas le coup. Baisser nos honoraires, il y a toujours une négociation possible, mais faire du dumping pour arriver à… Parce que alors, les jaunes vont faire tel prix, les verts tel prix, les rouges, les bleus, enfin, on va tous faire de… Je ne suis pas sûr que ça soit un service à rendre à la profession. Par contre, il faut, pour maintenir des qualités d'honoraires acceptables pour nos collaborateurs, que derrière, en face, nos clients trouvent un service. Et que peut-être, ils ne le trouvent pas tout le jour, ce service, parce que ces dernières années, tout se vendait, donc on s'en fichait. Les acquéreurs, on les rappelait quand on avait le temps. Là, on est en train de redécouvrir la valeur d'un acquéreur. Moi, quand mes négos me disent qu'on n'a pas rappelé tel acquéreur, je leur fais juste le ratio du coût d'un acquéreur et des dépenses effectuées. Donc, on doit… voilà, mais en disant on va faire du dumping parce que l'autre baisse, alors on baisse, on rebaisse, c'est le meilleur moyen de disparaître. En dépit de tout cela, est-ce que tu crains…
dans ton réseau, et peut-être moins dans un réseau organisé qui apporte tous ces services, qui va même accentuer ces apports. Est-ce que tu crains une mortalité dans la profession en 2023? Alors, vous l'avez dit très franchement, Dominique l'a dit, toi aussi, les bons, ils vont tenir, les autres non. Est-ce que ça va jusqu'à redouter une mortalité majorée, parce qu'il y a toujours une mortalité naturelle de l'entreprise, y compris dans l'immobilier, ton regard là-dessus? Je ne parle pas que de ton réseau, et peut-être davantage ceux qui ne sont dans aucun réseau, qui ne sont pas accompagnés. Pour être tout à fait transparent et honnête, je constate effectivement depuis septembre des difficultés pour certains confrères. Alors, je parle du mien parce que, évidemment, je connais mieux mon réseau, mais je constate que même des gens qui ont de l'expérience, qui sont développés dans ces années où ils avaient une agence, 2 agences, 3 agences, 4 agences, ça a augmenté. Et bien là, les charges courent, il faut payer, il n'y a plus la même facilité. Donc, pour le moment, je ne crains pas comme en 2008 ou 2011, parce qu'effectivement, je rejoins encore Dominique, jusqu'en 2011, moi j'ai le souvenir de très dur, mais je pense qu'on va assister à des fermetures d'agences parce que alors, quand on est dans des réseaux, il y a des coûts à payer, il y a des redevances ou des cotisations, et que certains vont souffrir parce que leur marché est en cale sèche. Je constate que dans la région parisienne, c'est plus dur qu'ailleurs. En tout cas, les échos que j'ai en région parisienne sont plus difficiles. Donc, je ne suis pas de catastrophisme, mais je pense qu'effectivement, il va y avoir de la casse. Très clair. Charles, 2-3 questions comparées à celles que j'ai posées à l'instant à Guillaume sur effectivement le risque de mortalité est rapporté à la natalité, à la création d'entreprises. Est-ce qu'il y a eu, là encore, je ne parle pas que de ton réseau Century 21, mais du regard que tu as sur ta profession, est-ce qu'il y a eu une création facile? Parce que oui, le marché était facile ces dernières années, cette dizaine d'années passées, on va dire, et avec des risques majorés lorsqu'il y a un repli de conjoncture comme aujourd'hui. Est-ce que c'est quelque chose qui est à craindre? Et est-ce que toi aussi, alors sur ton propre réseau, tu constates des difficultés, des tensions de trésorerie à l'intérieur de certaines de tes franchisés, les moins costauds? Alors, je vais faire comme Guillaume avant de répondre à cette question-là. Je voudrais commenter vraiment en 2-3 minutes les propos de Ludovic. Bien sûr. Le remercier du côté de l'aspect modéré de ses propos et que j'apprécie particulièrement parce que moi, je m'étais un peu, c'est vrai, insurgé de la forte communication des courtiers dont je considère que, et comme ça, certains ne le savent pas ici autour de la table, moi, j'ai eu la chance comme lui de créer un réseau de courtage en 2010 que j'ai revendu depuis, que j'ai gardé pendant 7 ans avec une petite centaine d'agences aussi. Et donc, je connais bien cette mécanique du courtage et je comprends parfaitement que les courtiers se soient inquiétés pour leur activité principale. C'est tout à fait légitime. Je ne suis pas convaincu, en revanche, que le battage médiatique qui a été fait autour de ça ait rendu service à qui que ce soit, pas au marché de l'immobilier, parce qu'à un moment donné, on a eu l'impression que plus personne ne trouvait du crédit en France, ce qui n'est malgré tout pas vrai. Et puis c'est aussi, je crois, un peu disproportionné, et c'est en cela que j'apprécie la modération des propos de Ludovic. Moi, j'ai noté 3 choses qui m'ont frappé. Je trouve que l'exemple qu'il a cité de la capacité d'emprunt pour 1 000 € par mois, en fait, et avec cette baisse de pouvoir d'achat de 30 000 €, ça fait exactement 12,5% de la baisse du prix. Hein, voilà, donc on est parfaitement dans les grilles qui ont été évoquées d'une nécessaire compensation du prix par rapport à la capacité d'emprunt. Tout à fait. Après, les honoraires, tiens, puisqu'on est sur ce qui peut fluidifier une transaction, est-ce que tu crains, j'ai posé la même question à Guillaume, il a donné sa réponse, je pense qu'il y a une érosion des honoraires de transaction, il y a des professionnels par centaines qui sont là, est à redouter? Non, alors je ne crois pas, moi ça n'est pas dans mon réseau non plus, hein, les soldes, là, ça n'a pas été fait dans mon réseau non plus. Donc, non, d'abord, il faut le coût a une idée préconçue. Les honoraires moyens, on peut échanger librement avec Guillaume. Hein, nous, nos honoraires moyens, c'est 4,55%. Hein. Arrêtez de penser que les agents immobiliers coûtent 10% ou 7 ou 8%. C'est très important de le rappeler. Très important de le rappeler. On doit être à 4,3 aussi. 4,3. Voilà, donc on coûte 4,5% pour faire simple. Hein, voilà, donc ça c'est la réalité. Et puis ensuite, je crois que l'intermédiation, l'acte d'entremise, hein, parce qu'en fait, la loi Gay caractérise l'intermédiation par l'entremise,
et Guillaume a bien fait de le rappeler, c'est la qualité du service que tu vas dispenser à tes clients. Moi, je n'ai jamais eu de problème de facturation d'honoraires ou de prise d'honoraires dès lors que le service a été correctement délivré. Donc, tout repose là-dessus. C'est vrai que la fluidité du marché et la facilité avec laquelle ça s'est vendu ces dernières années avait un peu laissé à penser que l'agent immobilier, il ne faisait rien et dès lors qu'il avait un mandat, il le vendait. Voilà. Alors, c'était un peu plus vrai qu'il y a 15 ans, mais c'est quand même pas aussi simple que ça. Et puis, les plus performants d'entre nous vendent un mandat sur 2 ou 2 mandats sur 3. Donc, on fait aussi, mais c'est peut-être un débat qu'on pourrait avoir sur la rénovation de la loi Hoguet, on fait supporter en fait le coût et la charge. C'est comme Ludovic, qui ne fait pas tous les dossiers de crédit, malheureusement, il préférait les faire tous, mais il ne les fait pas tous. Donc, il fait supporter les charges de sa structure à ceux avec qui il fait la transaction ou il fait le crédit. Voilà. Donc, non, moi, je ne crains pas ça. C'est très clair. En tout cas, je ne crois pas que ce soit l'intérêt de la profession que de remettre en cause la nécessaire intermédiation et sa facturation. Sur les difficultés, la crainte de mortalité, alors mortalité, parler des collaborateurs qui pour certains peuvent ne pas suivre, mais parlons des agences, des structures, et puis un franchiseur. Alors sur les agences, évidemment, quand les marchés se tendent, personne n'est à l'abri de cette tension, quelle que soit l'organisation, réseau, agent mandataire, etc. Ce qu'on peut dire simplement, moi je ne peux m'exprimer que pour mon réseau. Oui, moi j'ai la chance d'avoir un réseau comme Orpi qui est ancien, on a 35 ans d'âge, donc on a des entreprises qui ont, contrairement à ce que peut vivre Dominique, qui est un réseau récent, voilà, on a des agences qui ont 10, 15, 20 ans d'histoire et qui ont donc créé un vrai fonds de commerce avec une récurrence de clientèle auquel elles ont ajouté de la gestion locative et de la gestion immobilière, de l'administration. Diversification, parfois du syndic, qui leur génère de la récurrence et qui ne les mettent pas forcément à l'abri d'un accident professionnel, personne n'est à l'abri, mais qui génère, à contrario de la transaction, une récurrence dans un chiffre d'affaires et une rentrée de trésorerie, si tu veux, qui stabilise des entreprises. Voilà. Alors après, il y aura forcément, dans mon réseau, comme dans les autres organisations immobilières, forcément des tensions. Est-ce qu'il y aura de la casse comme Guillaume? J'espère que non, en tout cas le moins possible. C'est vrai qu'on a des structures qui sont peut-être un peu plus abouties, un peu plus structurées, parce qu'on a des réseaux qui sont anciens, peut-être que des réseaux naissants. Voilà, on n'est pas à l'abri de la tempête, mais on est à l'abri du vent. D'accord, c'est très clair. Dominique, sur les niveaux d'honoraires, j'ai une question ensuite et il nous faudra clôturer. Sur les niveaux d'honoraires, les réseaux de mandataires ont des stratégies qui sont distinctes. Alors, structurellement, on entend que vous êtes collectivement allez en dessous des niveaux qui ont été annoncés par Century ou Orpi, parce qu'il n'y a pas de charge d'agence immobilière, vous redistribuez différemment la richesse, si je puis dire. Est-ce que c'est une réalité chez toi? Est-ce qu'il y a un parti pris d'honoraires très comparable? Et est-ce que tu crains, toi, dans cette structure particulière qui est un réseau de mandataires, une érosion des taux? Alors, tout à l'heure, je disais qu'on a un format hybride. En effet, ça se confirme aussi par rapport aux honoraires, parce que je suis très de mes confrères, parce qu'on est à 4,6%. Je ne sais pas si vous avez entendu. On est à 46% d'honoraires moyens, donc on est très proche, je suis très proche de mes confrères. Parce que WeLoge, on est en effet un réseau mandataire dans la redistribution des honoraires au niveau des mandataires, mais en revanche, sur la façon de procéder, on se rapproche vraiment des agences immobilières classiques. Moi, ce que je pense dans le débat, ce n'est pas tant les honoraires qui sont un problème, c'est ce qu'on y met dedans. Et ça a été aussi ma motivation quand j'ai créé WeLoge, c'est d'apporter plus de services. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est reproché à un agent immobilier, finalement, ce n'est pas tant les honoraires, mais c'est qu'en fait, il n'y a pas grand-chose par rapport aux honoraires. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut tendre vers augmenter le service. La valeur ajoutée. Et les honoraires, apporter une vraie valeur ajoutée. Et c'est comme ça qu'on passera dans tous les cas. Je n'ai pas trop de distinguo agence immobilière, agent de réseau de mandataire, parce que j'ai été, moi, agence immobilière classique. Donc déjà, je ne vais pas cracher dans la soupe. Et ensuite, je dis qu'il y a de la place pour tout le monde, parce qu'il y a des gens qui vont choisir de voyager avec Air France, d'autres avec Ryanair, et c'est OK. Donc, en fait, il n'y a pas de débat entre les deux façons de procéder. C'est ça qu'on voulait avoir les deux grands modèles, on va dire, ce soir dans ce débat, et certainement pas pour les opposer, mais parce qu'il y a des nuances et que les organisations sont différentes. Ludovic, une question. Pardon, Henri, je vais terminer.
Par rapport justement à cette crise qui arrive, je pense que les réseaux de mandataires, là où on peut rassurer les mandataires, c'est que comme la distribution est plus importante, ça veut dire que pour le même nombre de ventes, ils vont gagner plus dans un réseau de mandataires. Donc, c'est vrai que là-dessus, ça peut vraiment faire une différence. Merci. Ludovic, la question de l'apport personnel. Alors, on l'a évoqué indirectement, mais pour être beaucoup plus rustique, aujourd'hui, pour qu'aboutisse une opération de crédit immobilier, selon que je suis emprunteur à destination d'investissement, que je suis accédant, qu'est-ce qu'on va exiger de moi? Qu'est-ce qu'il est bon d'avoir pour que le dossier soit de bonne qualité et que le courtier le défende efficacement? Alors, il faut au minimum, sans que le dossier soit bon, mais pour qu'il soit présentable à l'ensemble des banques avec lesquelles on travaille, il faut au minimum, quand on finance une résidence principale, avoir l'intégralité des frais entre les mains en apport, ce qui représente environ 10% quand vous additionnez les frais de notaire, les frais de garantie, les frais de courtage et les différents frais attenants. Là, on va dire que vous avez fait le minimum syndical. Si vous voulez être entre guillemets en position de force pour négocier les dixièmes de points qui vont rendre le crédit moins cher, si vous disposez de 10% supplémentaires, 10% donc de marge hypothécaire pour la banque, vous avez un super dossier. À partir de 20% d'apport, c'est pas mal. On peut encore financer un peu plus sur de l'investissement locatif et tu me fais la transition sur un sujet que je n'ai pas évoqué et je confirme les propos de mes confrères. Nous, chez Artémis, une année normale, la ventilation entre de la résidence principale et de l'investissement locatif pur, c'est 80-20, une vingtaine de pourcents qui sont destinés à l'investissement locatif, qui soit défiscalisation ou classique. Là, je suis sur une année où je vais clore à peine 11%. Voilà, c'est quasiment divisé par 2 et ça fait 3 ans que ça dure depuis l'année Covid. On est entre 10 et 12%, alors que les 10 premières années, on était toujours entre 18 et 22%. Donc c'est ta lecture, parce qu'on a eu l'interprétation de Charles qui nous dit les conditions ne sont pas requises, et je crois que rien de ce qu'il a dit n'est contestable, mais est-ce qu'il y a des questions de mécanique du crédit aussi? J'en reviens aux critères dus au Conseil de stabilité financière, avec notamment le taux d'effort, qui est de 35% maximum. On a parlé de la durée maximum, il y a le taux d'effort, 35%. Si je suis investisseur, c'est en général que j'ai déjà acquis ma résidence principale et je peux être encore en train de la rembourser. Donc, je vais avoir une addition de mensualité, un taux d'effort mécaniquement élevé, même si en moyenne, j'ai des revenus plus élevés en étant investisseur. Dans quelle mesure on va prendre en compte mes revenus locatifs à venir? Qu'est-ce qu'on peut dire de cette particularité des investisseurs? Est-ce que toi, c'est parce que tu as moins de demandes de dossiers, c'est ce que disait Charles, ou est-ce qu'il y a des dossiers d'investisseurs qui sont problématiques pour les raisons que je viens de dire? Moi, je vais vous dire quelque chose, et je le crois profondément, selon les retours de mon réseau, et peu importe les régions, il y a de l'autocensure sur le financement de l'investissement locatif. C'est-à-dire qu'il y a pas mal d'investisseurs potentiels qui ne vont pas jusqu'à faire les démarches, demander une cotation, un calcul d'enveloppe, une simulation à une banque, des banques, leur banque ou des courtiers, et qui s'écartent un peu de même d'un éventuel parcours d'investisseur locatif. Et c'est bien dommage parce que nous, on observe qu'on a un taux de refus qui est même plus faible sur les dossiers qu'on présente en locatif que ceux qu'on a présentés aujourd'hui sur un parcours résidentiel. Très intéressant. Très intéressant. Et vraiment en synthèse et en 2 mots, je pense que tu as raison sur les critères HCSF. C'est probablement le problème de l'année, enfin le problème, en tout cas le sujet de l'année 2023. On a beaucoup trop parlé d'usure en 2022. Le problème sera probablement derrière nous à la prochaine publication. Alors, je parle encore en trimestre. Mais dans les mois qui arrivent, on aura probablement mis derrière nous ce problème d'usure et on n'aurait pas du temps à en parler. Ce qui va maintenant poindre le bout de son nez, parce qu'on a multiplié les taux par 2 ou 2,5, c'est ce taux de charge. C'est-à-dire que les emprunteurs vont toujours, dans mon exemple, vouloir emprunter 240 000 €, mais ils seront au-delà de 35%. Et on aura probablement effectivement une période de transition, d'aménagement pendant laquelle il faudra faire beaucoup de pédagogie, que ce soit dans les réseaux de transactions ou chez les courtiers,
pour ramener les gens à la raison. Très intéressant. On retient qu'il ne faut pas s'auto-censurer. Vous êtes là pour ça. C'est-à-dire, il faut confier son dossier à un courtier, qu'on soit investisseur, qu'on soit accédant. Il ne faut pas présumer qu'il ne passera pas. Hein, c'est un point important. Il y a eu trop de mauvais signes, trop de mauvaises paroles en 2022. Et oui, il y a un phénomène d'autocensure quand vous lisez, vous vous réveillez à la radio avec des propos qui sont des propos alarmistes. Voilà, vous ne prenez pas le rendez-vous que vous auriez dû prendre chez le courtier, chez le banquier, chez l'agent immobilier. Et oui, il y a un phénomène d'autocensure, j'en suis convaincu. Merci beaucoup. Alors, comme non seulement on a dépassé l'heure, mais on l'a beaucoup dépassé. Je crois qu'il le fallait. Il y a même d'autres questions que je ne vais pas pouvoir vous répercuter, mais sur la valeur ajoutée notamment. Hein, on me demandait si ce n'était pas le moment ou jamais de rédiger les avant-contrats dans les agences pour mettre plus de valeur ajoutée. Alors, je crois que le réseau le font, donc je ne vous ai pas posé la question, mais c'est une bonne question. Et là, on le fait aussi, ça paraît évident. Oui, pardon, je ne t'ai pas entendu parce que je parlais sur Impatient. Je disais, oui, là, aussi, on rédige les avant-contrats et ça paraît évident que ça fait partie aussi des progrès où, pour moi, toutes les agences, que ce soit réseau mandataire ou agence, devraient rédiger les avant-contrats. Eh bien, c'est très important. Et donc, les têtes de réseau d'agents commerciaux indépendants aussi peuvent apporter cette valeur ajoutée. C'est le cas chez toi. C'est un point important. Mandat exclusif, tiens, Florence, Dominique, pardon, puisque je t'ai face à moi, le mandat exclusif, je n'ai pas posé la question. Un réseau d'indépendants, c'est un sujet aussi. Vous êtes à quel taux de mandat exclusif aujourd'hui ? 70%. Nous, c'est notre ADN, le mandat exclusif chez WeLoge. C'est pas le de bataille, 70%, bien entendu. 70%, oui. Bon. C'est vraiment Charles et Guillaume, vous avez encore un peu de travail. Hein. Charles, on a combien? Quel est le taux d'exclusivité chez Century? 61%. Bon, c'est bien. Enfin, vous êtes tous les trois à des taux hors normes. Hein, voilà. Je rappelle que la moyenne française est à 20%. On en a sous le pied, si je puis dire. Hein. Voilà, ça me donne quand même des marges de progression, donc je vais m'appuyer sur mes confrères. Je veux dire que là, franchement, Guillaume, soir, je vais me coucher plus triste. Oui, mais tu as le plus important réseau, donc forcément, il y a des… oui, forcément. Moi, j'ai un petit réseau, donc forcément, c'est aussi facile d'avoir des chiffres. Écoutez, vous avez été, Dominique, encore à l'instant, vous avez été très confraternel. C'est pas un sujet facile d'être confraternel quand, comme ça, on vous demande de lire un marché complexe qui s'est durci. Merci beaucoup, vous avez été très complet. Je crois vraiment que vous avez respecté le cahier des charges. Vous avez parlé avec beaucoup de cœur et de franchise. C'est vrai, bien sûr, aussi du spécialiste du crédit en la personne de Ludovic, que nous avions ce soir, Artemis. Merci mille fois et je demande à Benjamin d'avoir le mot de la fin, comme d'habitude. Et il va vous donner rendez-vous en vous rappelant la date prévue pour le prochain débat, puisque désormais, on a un calendrier. Alors, je voudrais évidemment remercier nos invités, comme l'a dit Henri, pour leur franchise et leur transparence sur l'analyse du marché. Mais très clairement, aujourd'hui, on peut dire que cette conjoncture va permettre de démontrer, permettre aux professionnels de démontrer leur savoir-faire et leurs compétences, parce que je pense que c'est dans un marché comme celui-là que les professionnels ont une vraie carte à jouer. Et je reprendrai une expression de Guillaume sur la valeur de l'acquéreur. Je pense que quand un marché va trop bien, on oublie quand même l'importance des acquéreurs. Et là, je pense que cette situation va remettre, si je peux me permettre, l'église au milieu du village. Voilà, parce qu'on a besoin, évidemment, grandement besoin d'eux. Henri, la prochaine réunion aura lieu le 14 février à 18h et très prochainement, on vous en donnera le thème. Merci à tous. C'est la Saint-Valentin, je crois, si je ne me trompe pas. Et on la souhaitera.
Et on la Voilà, souhaitera. et on va essayer de veiller à la parité pour cette journée particulière, parce que la Saint-Valentin, en général, c'est une fête de la parité. Voilà. Donc, merci beaucoup à tous. Merci, Benjamin. Et bonne soirée. On est arrivé directement à l'heure de l'apéritif, chacun chez soi. Merci. Bonne soirée à tous. Merci, au revoir.